C'est Star Wars 8, c'est Ryan Johnson, c'est parti en vrille, c'est n'importe quoi. Il y a des bons trucs, mais c'est quand même un truc complètement taré. Bonjour et bienvenue pour ce épisode de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Il est réalisé par Ryan Johnson. Il est réalisé et scénarisé par Ryan Johnson. Il est sorti le 13 décembre 2017 et j'ai vu à la télévision en version originale. On continue et on finit la rétrospective. Alors avant que je continue là-dessus, juste rapidement, oui, je vais enregistrer dans une manière un petit peu bizarre ces derniers épisodes de l'année 2019. J'ai pas trop le temps de la journée, je dois le faire la nuit. Or, moi, j'ai un bébé, donc je peux pas hurler. J'espère que ce sera écoutable et que ce sera pas trop désagréable. En contrepartie, je vais essayer de faire le moins possible de détours et d'être beaucoup plus concis. J'espère que ça vous plaira quand même et qu'il n'y a pas de souci parce que je voulais absolument finir cette rétrospective avant la sortie. Là, demain soir, il y aura les avant-premières donc de Star Wars 9. On continue donc et on finit la rétrospective avant la sortie de Star Wars 9, Rise of the Skywalker, l'ascension des Skywalker, la conclusion attendue évidemment comme épique de cette troisième trilogie Star Wars. Alors je vous rappelle rapidement les principes de ma rétrospective, je ne suis pas fan du tout et j'ai vu que les films, j'ai parlé un petit peu de ce que j'avais vu en plus, c'est-à-dire le dessin animé Clone Wars dans ma rétrospective de La Revanche des Sith qui est dans la barre d'infos comme tous les épisodes de cette rétrospective Star Wars. Je suis très content parce que si je commence à enregistrer cet épisode, ça veut dire que techniquement, je suis en train d'aboutir ma grande rétrospective et elle est terminée. Youpi, hipipi pourra pour moi. Et deuxième point très important de ces rétrospectives, c'est qu'il y a plein de spoilers en long, en large et en travers. Alors si vous n'avez pas vu Star Wars 7 et Star Wars 8, franchement, n'écoutez pas, ce serait dommage. Regardez-les et venez plutôt partager mon point de vue ensuite, ou écoutez simplement mon point de vue, ou ne pas être d'accord, bref, regardez-le avant. Allez, on y va, on se lance. Comme vu dans ma critique de Star Wars 7, le 7e film a laissé une impression contrastée. Star Wars, le réveil de la Force, avait des bons côtés. Au niveau des bonnes nouvelles dans la série Star Wars, il y avait une mise en scène qui était enfin nerveuse et émotionnelle, et ça c'était cool. Merci J.J. Abrams. De l'autre, on avait de vraies originalités par rapport à la série. Le héros était désormais une femme qui avait l'appel de la Force, ce qui avait été quasiment jamais le cas dans les films. Jamais le cas. Il y avait un héros black qui n'était pas seulement un sidekick, en tout cas beaucoup moins que Lando Calrissian. C'était une suite des aventures étonnantes des héros de la nostalgie. Il y avait vraiment un choix très fort dans l'écriture de leur retour, Leia, Luke et Han Solo. Il y avait une utilisation beaucoup plus libre de la Force et le méchant est un fan de Dark Vador c'était quelque part une sorte de caricature des fans, mais on reviendra après là-dessus parce que J.J. Abrams et notamment Ryan Johnson, le réalisateur d'épisodes qu'on va critiquer aujourd'hui, ont fait des choix très différents là-dessus. Mais il y avait aussi de vrais problèmes dans ce Star Wars 7. Déjà, l'histoire était rapide parce qu'elle cachait un manque de contexte, de densité des 3 nouveaux héros. C'était vraiment difficile de s'attacher à eux. Poe, je raconte même pas. Poe Dameron qui reste un pilote, c'est vraiment l'archétype de la chose. Mais Finn qui était simplement un Stormtrooper qui s'enfuit et qui finalement veut sauver Rey, ça s'arrête vraiment là, son implication dans l'histoire. Et Rey, grosso modo, on ne sait pas d'où elle vient, pourquoi elle a la Force comme ça. Ce qui est sûr, c'est elle se prend d'amitié pour Han Solo et grosso modo, après, elle veut venger son décès. Oui, j'ai dit que je spoilais à mort, donc tant pis pour ceux qui sont restés. Il se fait tuer par son fils, oui, désolé. Par Ben Solo. Et donc le seul personnage qui a été vraiment intéressant était au final le méchant, Kylo Ren, qui avait une histoire plutôt intéressante et plutôt visiblement tourmentée, mais on nous en disait aussi pas assez pour commencer à le comprendre. Bref, tout ça pour dire, un film assez étonnant et assez creux dans ses personnages principaux. Et du coup, ça donnait la sensation d'un film plutôt sympa sur le coup, mais creux à la longue. Finalement, on les oubliait assez vite, et c'est parce que justement ces personnages étaient très creux. Et donc, Star Wars 8, le retour des Jedi, n'importe quoi, les derniers Jedi, avec de grosses responsabilités. La première, c'était d'apporter un début de réponse à ces personnages creux. Donc, en quelque sorte, le film devait finir le 7, ce qui était quand même paradoxal, mais c'est une réalité. Et ensuite, la deuxième responsabilité qu'il avait, c'était d'être au niveau du 2e épisode de la nostalgie, c'est-à-dire l'Empire contre-attaque, qui avait littéralement propulsé la série vers l'avant. Je vous renvoie à ma rétrospective, mais grosso modo, pour vous faire court, La Guerre des Étoiles, c'était un bond extraordinaire. Le Nouvel Espoir, Star Wars, un Nouvel Espoir, donc en France, La Guerre des Étoiles, c'était un bond extraordinaire technique, et les gens étaient retournés voir le film 1000 fois, parce que tout simplement, on arrivait à croire enfin à des batailles spatiales et que c'était fou, et ça avait beaucoup joué en sa qualité. Le film avait d'autres qualités, mais c'était sa qualité principale. Par contre, l'Empire contre-attaque, c'est ce qui a ramené Star Wars au rang réellement de film et de cinéma de qualité.
Pas forcément un film parfait, mais un film de grand public, de très très haut niveau, avec de vraies bonnes séquences fortes, un vrai bonheur. Je vous renvoie à ma critique qui est en dessous dans la barre d'information. Et avec le 7, c'était pas déjà un bien moins bon départ, faut être honnête, en termes de scénario, que le 4. Donc il s'agissait de faire aussi bien que l'Empire contre-attaque dans le principe, tout en ayant un moins bon départ. Et évidemment, éviter l'échec de l'attaque des clones qui avait raté beaucoup de choses importantes, je vous renvoie aussi à ma critique, et qui était le deuxième épisode de la deuxième trilogie. Ça devient compliqué, tout ça, avançons. Tout ça pour dire grosse responsabilité. Et pour faire ce 8e épisode, on avait donc nommé Rian Johnson dès la production de l'épisode 7. J.J. Abrams ne voulait à l'époque pas réaliser 3 films, il voulait en réaliser 1 sur les 3. Au départ, c'était lui qui faisait le premier, Rian Johnson le deuxième et Colin Trevorrow le troisième. Et Colin Trevorrow a quitté le navire. Quand je ferai ma critique de 3, je vous en parlerai un peu plus en large et en travers. Donc Abrams devait lancer, Rian Johnson faire la liaison, et Colin Trevorrow terminer. En tout cas, quand Rian Johnson arrive sur le projet, c'est ça le bail. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de Rian Johnson, dont je vous avais parlé dans ma critique de Knives Out, que je vais vous mettre aussi dans la barre d'infos, qui vient juste de sortir, qui est de lui, et j'ai vraiment pas fait exprès de le voir et de faire une critique dessus avant de vous parler de ce film-là. Mais je vais vous en reparler rapidement de sa filmographie. Grosso modo, il a réalisé Brick, qui est un film qui l'a fait connaître, que je n'ai pas vu. Ensuite, il a fait une arnaque presque parfaite, The Brothers Bloom, que je n'ai pas vu non plus. Moi, le premier film que j'ai découvert de lui, c'est Looper, un excellent film de science-fiction de très très bonne qualité, avec Joseph Gordon-Levitt et notamment Bruce Willis, et qui avait donné lieu, je trouve, à une histoire, notamment un hommage à Akira, et à pas mal de films de science-fiction vraiment de qualité. Moi, je trouvais que c'était un très beau film. Je ferai une critique à l'occasion, un petit podcast dessus, on verra. Peut-être au début de cette année, on verra. Si j'ai envie de continuer sur Rian Johnson tout de suite. Et ensuite, donc, il a réalisé Star Wars épisode 8 et puis Knives Out, donc, dont vous avez la critique en barre d'infos. Il a réalisé notamment aussi, il faut le souligner, des épisodes de la série Breaking Bad, notamment un excellent épisode qui s'appelle La Mouche, où le personnage de Walter White, pour ceux qui ne connaissent pas Breaking Bad, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je résume rapidement, c'est l'histoire d'un prof de de chimie, qui, parce qu'il est très malade, va bientôt claquer, se met à confectionner de la meth pour mettre de l'argent de côté pour sa famille, sa femme, son enfant et tout ça. Sa femme est enceinte, son fils est handicapé, donc il ne veut pas laisser sa femme dans la merde comme ça, et il n'ose pas dire non plus à sa femme qu'il est mourant. Donc il se met, par un concours de circonstances, à retrouver un de ses anciens élèves qui est dealer de meth, et il commence à faire de la meth avec lui, et comme il a des connaissances en chimie poussées, il commence à réaliser une meth tellement bonne qu'elle se vend super bien, et petit à petit, bien sûr, c'est l'engrenage, et il devient tout doucement une sorte de grand ponte de la pègre locale. Je crois que ça se passe en Californie, je sais plus, je vais pas envie de dire de bêtises, je sais plus exactement où ça se passe. Je crois que c'est au Nouveau-Mexique, c'est ça, je crois que c'est à Albuquerque. Bref, peu importe, à Albuquerque. Et il y a notamment un épisode où le personnage de Walter White a un énorme remords qui le poursuit, et comme par hasard, il y a une mouche dans leur labo aseptisé dans lequel ils sont supposés faire de la drogue hyper clean et tout ça. Bon, c'est très avancé, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3. Et l'épisode est absolument fascinant, il est constamment persuadé qu'il y a cette mouche partout, il essaie de la trouver, l'épisode est juste formidable. C'est un très très grand épisode de série télé. Et donc c'était Rian Johnson, un réalisateur talentueux, fan de l'univers de Star Wars en plus, se revendiquant souvent d'avoir lu les livres et de connaître l'univers étendu. Oui, l'univers étendu, c'est grosso modo tous les films, grosso modo, c'est l'univers canon, c'est-à-dire le centre, tout part de là. S'il y a des nouveautés, normalement, elles doivent arriver dans l'univers canon. Et l'univers étendu, finalement, c'est la porte ouverte qu'a laissé Lucas à tous les fanfictions, tous les auteurs de BD, de livres, de séries télé, de plein de choses qui ont fait des choses sur l'univers Star Wars, de faire un peu ce qu'ils voulaient, de délirer un petit peu à l'univers, quitte à parfois se tromper, à raconter un peu ce qu'il voulait sur l'univers. Et ça a donné lieu à d'extraordinaires livres, paraît-il, et bandes dessinées que je n'ai pas lus, je l'avoue. Je suis vraiment pas un fan de la série, donc ça me tentait pas plus que ça. Des jeux vidéo aussi, enfin bref, tout un univers étendu donc. Mais ce n'est pas l'univers canon, et par définition, l'univers étendu n'a pas de conséquences dans l'univers canon. Nonobstant, Rian Johnson en est fan. Et je reviendrai là-dessus plus tard. Perso, quand j'ai abordé ce 8e film, j'avais une impression plutôt favorable. J'avais beaucoup aimé Looper, et j'étais vraiment curieux de voir un mec avec un univers aussi qui avait osé faire un film aussi fort, aussi singulier, se lancer dans un univers aussi balisé que Star Wars. Mais comme dit avant, l'épisode 7 était assez creux, du coup, je me demandais bien ce qu'on pouvait attendre de la suite. J'avais peur de tomber sur un tunnel qui allait continuer simplement à faire une liaison vers le 9, parce que je me disais comment tu te démerdes avec un univers comme ça en le respectant. Ou alors je me disais, il va proposer une histoire originale, quitte à déconcerter, quoi. Et ça avait l'air plutôt d'être le style de Johnson. Du coup, je me disais, ça peut le faire. Et
La réponse de Johnson, hashtag spoiler, hashtag Durandal, c'est grosso modo, allez tous vous faire foutre. Je reviendrai là-dessus après. Mais je vais m'expliquer. Hashtag pose ce flingue, calme-toi, calme-toi. Lance des tweets plutôt. Mais avant de continuer, on va d'abord, on va faire le petit pitch de ce Star Wars 8, les derniers Jedi. Les rebelles sont désormais acculés. Le Premier Ordre les a retrouvés et est bien décidé par l'intermédiaire du général Hux à les exterminer définitivement. Grâce à un exploit du pilote de Poe Dameron, les rebelles réussissent à s'enfuir, pour découvrir avec horreur que le Premier Ordre peut désormais les traquer même en vitesse lumière. Obligés de fuir sans pouvoir réellement s'échapper, la rébellion semble condamnée, quand les réserves de carburant seront épuisées. C'est alors que Finn propose à Poe un plan qui pourrait sauver la rébellion. Se rendre sur le vaisseau principal du Premier Ordre et désactiver le système de traquage en vitesse lumière. Mais pour cela, Finn et Rose, une rebelle qui a imaginé le plan avec Finn, doivent chercher un maître pirate cambrioleur sur la planète des nantis, Cantobite, la planète Casino. Au même moment, Rey a enfin retrouvé Luke Skywalker. Mais bien qu'elle lui explique l'urgence de la situation, et malgré sa grande surprise, il refuse catégoriquement de l'aider. Il est et sera, selon lui, le dernier Jedi. Déjà, dès le titre de ce nouveau Star Wars, vous savez, le titre classique avec le chrono Star Wars en plein écran, puis le titre déroulant, dès qu'on lit le texte, la tradition des Star Wars est déjà rompue. Le Star Wars 8 est une suite directe du film précédent. Normalement, entre les Star Wars, il y a plusieurs années qui se passent, en général, 1, 2, 5 années, ça dépend. Et là, c'est un contre-pied très très fort. La nouvelle trilogie, disons clairement, nous, on va faire des nouveaux codes, et sous-entendu, J.J. Abrams, c'est un branleur, mais je reviendrai là-dessus plus tard. La raison principale, à mon avis, pour laquelle Johnson a choisi, en écrivant le scénario et en réalisant, de faire une suite directe au 7, c'était bien dans l'idée de réussir à densifier les personnages, parce que le 7 n'allait pas assez loin. Je pense sincèrement, je pense que le point de départ, c'est ça. Après, il y avait aussi clairement un désir, c'est lui de casser les codes des films Star Wars, et je vais m'expliquer là-dessus. Il y a déjà, c'est déjà très important pour lui. Il y a vraiment, dans une première partie, transgresser les codes narratifs de la série pour plusieurs raisons. Déjà, comme je disais, le 7 est trop creux, donc ça demandait de poursuivre l'histoire directement pour densifier les personnages. Je parlerai après du chemin des personnages en détail, hein, mais il y avait, avec plusieurs années entre chaque film, comme dans la tradition classique des Star Wars, les personnages, avec des personnages aussi évanescents, c'était compliqué parce qu'ils auraient dû évoluer beaucoup trop hors caméra. Je vais donner un exemple, mais dans Star Wars, entre le Star Wars 4 et 5, donc entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque, dans le 4, le trio de personnages principaux a été vraiment proche et a fait un réel trajet ensemble. Du coup, au début du 5, l'évolution est logique, ils sont tous membres de la Résistance, avec des niveaux plus ou moins hauts parce qu'ils ont eu un acte de bravoure. Luke, c'est un super pilote, Han, il est devenu aussi un très bon membre de la Résistance, et tout ça, il est un peu sorti de ces trucs de contrebande, même s'il a encore des dettes et des problèmes, et Leia, elle a repris son rôle, grosso modo, de leader de la Résistance, et ils sont importants, tout le monde les connaît, ils ont une place, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils avaient réalisé quelque chose de fort dans le premier film, et ils avaient tous un trajet précis dans le premier film, même si c'était pas forcément la grande profondeur des personnages, ils avaient quelque chose à vendre. Han était essentiellement présent pour le trio amoureux avec Leia et Luke, mais il avait un style de vie différent, un côté, comment dire, il était pourchassé en tant que chasseur de primes, on comprenait qu'il avait fait des histoires un peu à gauche à droite, et qu'il était loin d'être un mec aussi droit qui pourrait pas l'être, mais c'était un bon gars dans le fond. Leia avait donc ce rôle politique très fort d'être contre l'Empire, et elle perdait sa planète d'enfance. Et en face, on avait Luke qui lui perdait son oncle et sa tante, et qui se découvrait un rapport à la force, et donc un rapport à son père assez mystérieux, qui allait donc être résolu dans le suivant et dans le suivant. Donc c'était ça un bon départ, c'est-à-dire qu'ils avaient un background, une motivation à être là, et des raisons de combattre tous ensemble. Là, le trio du 7, de Star Wars 7, c'est très compliqué, hein. Quelle évolution logique leur donner, hein. Poe Dameron, à la limite, il aurait pu devenir commandant entre-temps, mais parce que c'était un héros de la Résistance. Mais ça, même pas dans le 8, Rian Johnson va le laisser. Je reviendrai là-dessus encore après, plus tard, pour m'expliquer là-dessus. Mais si on prend Rey, son histoire dans le 7, c'est on ne sait pas d'où elle vient, elle a un rapport à la force, et après elle se fait de Han un papa de substitution qui se fait tuer. Comment dire, c'est un peu léger
Ça manque de densité, ça manque de liant pour elle. Alors à la limite, on peut prendre son histoire, mais Finn, c'est encore pire. C'est un ancien Stormtrooper qu'on a élevé pour devenir un soldat, qui refuse de l'être, on ne sait pas pourquoi, et qui ensuite passe son temps à fuir le 7e ordre, et le film insiste lourdement là-dessus, tombe amoureux grosso modo de manière très platonique de Rey, et du coup veut la sauver jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il voit Han Solo, pour qui ils avaient pris plus ou moins de l'affection, se faire dézinguer, il veut se venger plus ou moins de Kylo Ren. Et, voilà. Et Kylo Ren en face avait une histoire plus intéressante, encore une fois, c'était lui qui avait l'histoire la plus intéressante et la plus complète du film. Donc on se retrouvait quand même avec un gros problème. À la limite, Kylo Ren aurait pu évoluer, mais les autres, difficile à dire, hein. C'est pas devenu des héros de la Résistance, hein. C'est Han Solo qui a fait le plan d'exploser le bouclier de la Résistance, et c'est Poe Dameron qui a explosé la fameuse nouvelle étoile de la mort du Premier Ordre. Petite parenthèse, je l'avais pas dit dans ma critique du 7, mais j'aimais beaucoup l'idée de faire une étoile de mort encore plus puissante et qui va carrément vider une planète. Vous voyez, ça aussi c'était dans la logique des Star Wars. Dans le Star Wars 4, on avait une étoile de la mort plus petite, dans les Star Wars 6, une nouvelle, et puis là dans Star Wars 7 encore une nouvelle. Donc c'était vraiment retrouver les épisodes canon avec les mêmes types de codes. C'était pas idiot non plus. Évidemment, on n'en parle plus du tout dans ce Star Wars 8, et je reviendrai là-dessus après. Non, je reviendrai pas dessus là-dessus, c'est tout simplement pour dire que Rian Johnson n'aimait pas ce genre de code et qu'il les a complètement dynamités, point barre. Il les a envoyés à la poubelle. Il y avait un petit côté fuck you, J.J. Abrams, mais je reviendrai là-dessus après encore. Et donc voilà, c'était compliqué de commencer directement à 8 avec des personnages aussi évanescents. Et clairement, la première bonne idée quelque part de Johnson, c'est de dire je continue parce que là je vais jamais m'en sortir, en faisant croire aux gens qu'en 3-4 ans ce sont devenus des héros alors qu'on les a vus, grosso modo, pas faire quelque chose qui ait de l'impact, mis à part Poe Dameron, qui était encore une fois le personnage le moins dense du trio. Donc c'était commencer lui-même avec un personnage qui a évolué de manière logique, et tous les autres, il aurait fallu faire des choses très random avec eux. Surtout que le 7 se finissait sur ce cliffhanger où grosso modo Rey était présenté son sabre à Luke, et si on se contentait, alors que Luke a choisi de disparaître, de le retrouver un an plus tard avec, imaginons un Luke qui refuse obstinément d'entraîner Rey, ou grosso modo qui a entraîné Rey, qui en fait d'elle un padawan, ça contredirait complètement l'histoire du 7, du pourquoi il s'est enfui et pourquoi il s'est caché. Donc il y avait quelque chose comme ça de comment faire sans flashback, comment faire, voilà, J.J. Abrams avait laissé des cliffhangers pas du tout évidents à gérer, mine de rien. Le deuxième point qui est vraiment un grand changement par rapport à la précédente, à la série des Star Wars, c'est la Force qui devient clairement ici toute puissante. C'est une ambition de la nouvelle trilogie, hein, de rendre accessible les films à un nouveau public. Donc ici, c'est une forte différence par rapport à la trilogie précédente. La Force est plus puissante, elle est omnipotente, ce qui est un énorme contre-pied face aux fans de la série, mais l'objectif est clairement de chercher un public actuel qui est plus habitué aux super-héros façon MCU, DC, et ainsi de suite, avec des pouvoirs en quelque sorte sans limite, etc. Là, ça c'est pour moi clairement une ambition dès le départ de faire vraiment différent de Lucas, qui fait différence de George Lucas, qui vient probablement de la production, je pense, pas forcément de J.J. Abrams à la base, mais qui est renforcé ici, clairement, peu importe d'où ils viennent, par Johnson. On voit des éléments de l'histoire qui, moi, m'avaient fait tout de suite bondir de mon siège, à moins que je comprenne que c'est parce que je connaissais très bien, pas très bien, mais que je connaissais la série précédente, tout simplement. Snoke manipule Hux d'un seul coup de l'autre bout de la galaxie comme une serpillière, ce qu'on n'avait jamais vu faire jusque-là. La présence, là, on sentait que la Force avait une limite de champ d'action, et qu'à longue distance c'était essentiellement des perturbations. On sentait plutôt la Force comme une sorte d'onde, et là clairement ça devient une puissance qu'on peut manipuler à distance et de très très loin. Ensuite on apprend Snoke qui nous dit carrément qu'il a manipulé 2 autres Jedi, même si ce sont des apprentis, quoique Kylo Ren est quand même très évolué déjà, et leur a fait a créé un lien mental entre eux sans se faire remarquer. Enfin voilà, le truc vraiment de l'autre bout de la galaxie. Et là tout de suite on commence déjà à avoir des problèmes, parce que s'il a réussi à créer un lien mental entre Kylo Ren et Rey de l'autre bout de la galaxie, pourquoi il n'a pas réussi à voir clairement qu'il y avait Luke Skywalker autour d'eux? Alors vous allez me dire, c'est parce que Rey dit à un moment donné que Luke s'est fermé à la Force, mais il réutilise la Force bien avant que Rey, justement pendant un lien mental justement entre Kylo et Rey, bien avant que Rey aille voir Snoke. Bref, peu importe. Mais à la fin, Snoke, qui est donc tout puissant, se fait quand même feinter par Ben Solo, qui utilise la Force dans le même espace que lui, dans la même pièce. Et là on atteint, j'ai fait exprès, le premier gros problème du film. La Force est mal posée par le 7, et là elle devient carrément incohérente dans le 8.
dans le 7, on comprenait vraiment pas, et c'était difficile à bouffer, le fait que Rey, qui avait jamais utilisé un sabre laser de sa vie, visiblement, qui apprenait à peine à utiliser la force, arrivait déjà à manipuler des gens par le mental, et ensuite était capable de battre Kylo Ren, un gars entraîné par un Jedi, puis par un Sith pendant des années, visiblement. Et donc là, on franchit encore un cap. Snoke, qui est tout puissant, mais vraiment tout puissant. Là, il arrive à créer des liens entre des mecs dans l'espace intergalactique. Il arrive à manipuler des gars à l'autre bout de la planète de manière, comment dire, comme des supérieurs. Bref, à la limite, pourquoi il a besoin de Kylo Ren ou de qui que ce soit d'autre. Et il se fait vanter par un rookie dont il dit que la formation n'est pas finie à la fin du film précédent. Et comme le film précédent recommence tout de suite, ça veut dire que Kylo Ren n'est pas meilleur dans le film d'après. Mais qui est commandant quand même de l'armée. Bon bref, il y a de vrais problèmes de cohérence là-dessus. Enfin, je parlais de Kylo Ren, il est quand même commandant d'une armée, alors qu'il n'a pas fini sa formation. Et en plus, pour en rajouter, c'est Durandal qui le dit, et il a raison. Je vous conseille de mater sa vidéo qui est très intéressante sur Star Wars 8. Il a fait une grande rétrospective pour expliquer à quel point il estime que ça part en vrille, que c'est n'importe quoi, que c'est incohérent. Oui, pourquoi, la question qu'il pose, c'est pourquoi on n'a pas entendu parler avant de Snoke, qui a l'air d'être extrêmement puissant, visiblement plus puissant que Darth Sidious, et qui est vieux. Donc ce qui sous-entend, il était déjà là à l'époque de la trilogie, hein, de la nostalgie. Bref, cette idée de la force permet de belles idées scénaristiques. On est d'accord, le miroir qui se crée entre le lien mental entre Kylo et Rey est très intéressant. Ça permet de jouer sur cette ambiguïté de qui va être qui, c'est-à-dire qui va finalement devenir le Jedi, qui va devenir le Sith. Est-ce que finalement Ben pourrait pas revenir, est-ce que Rey pourrait pas basculer puisqu'elle est visiblement attirée sans avoir peur par le côté obscur, etc., etc. C'est dommage en ce sens-là d'ailleurs que la fin du film fasse un peu un retour en arrière au départ avec Kylo qui finalement est en colère contre son maître, qui a vu le mal en lui. Donc bref, il y a un petit côté hashtag Anakin décrit pour les enfants, pas très intéressant je trouve. Et Rey bascule du côté Jedi alors qu'elle était déjà supposée être. J'aurais préféré que la fin soit beaucoup plus ambiguë. Ça aurait peut-être mieux servi ce deuxième chapitre et ça l'aurait rendu peut-être plus cohérent là-dessus. Mais je vais revenir sur ces éléments-là dans ma conclusion dans la dernière partie. Il y a aussi dans l'utilisation de la force, Luke qui se projette grâce à la force, c'est une belle idée aussi, hein. Il projette une image de lui dans l'espace pour aller confronter son maître, son élève, lui donner une dernière leçon. En plus, il y a une fin poétique pour le personnage, et l'idée que Luke Skywalker est d'abord et avant tout un symbole, hein. Comme dans la fin de la nostalgie d'ailleurs, où au final il tue pas l'empereur, c'est Darth Vader qui le fait. C'est un mec qui arrive à remettre sa grande force, ou son coup de force dans la nostalgie, c'est d'avoir réussi à raviver l'espoir dans le cœur de son père, dans le cœur d'un Jedi qui était devenu Sith et qui était devenu horrible, tueur d'enfants et tout ça, hashtag très très sympa le mec. Et donc voilà, du coup avec un tel pouvoir, ça se pose forcément des questions, quoi. Pourquoi Luke a peur de pas maîtriser le devenir de la force avec un pouvoir pareil, sous prétexte que Ben est très très fort et qu'il a de l'obscurité en lui. Oui, mais lui il est capable de se projeter à des années-lumière, visiblement Ben n'est pas capable de le faire. Enfin voilà, il est largement au-dessus des précédents Jedi. Alors pourquoi il a autant peur de Ben Solo, qui pour l'instant n'a pas montré des capacités qui soient au niveau de celles de Snoke, j'en sais rien par exemple. Bref, c'est pas très cohérent tout ça. Dans le rapport à la force chez lui, qui a ce truc de fin, cette idée de fin qui est assez poétique, est encore une fois quelque part une incohérence, une torsion bizarre dans l'univers du film, dans le lore de Star Wars 7 et 8, même en excluant les films Star Wars précédents. Il y a quand même un problème. Quand des mecs deviennent aussi puissants, ça devient tout de suite difficile de rendre toute l'histoire cohérente. Pourquoi ils n'ont pas agi avant? Pourquoi ils se sont exclus? Pourquoi il s'est fermé à la force à ce point-là alors qu'il aurait pu quand même surveiller de loin? Enfin, vous voyez, quand on a un pouvoir aussi énorme et que quelque part on a hésité à un moment donné à s'en servir, on peut avoir honte. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles Luke est parti, ça je suis d'accord. Mais quand il a une maîtrise de la force pareil, ne se tenir au courant de rien, c'est de l'égoïsme pur, c'est plus héroïque, c'est même plus il a peur, c'est un idiot. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à le rendre stupide quelque part. Parce qu'il aurait pu rester en contact avec Leia, avec Anne, savoir un peu ce qui se passait dans le monde. Non, il s'est exilé de tout. C'est quand même beaucoup, quoi, pour un mec qui maîtrise autant la force au point de pouvoir se projeter ailleurs. Je reviendrai là-dessus après, de toute façon. Alors d'accord, ça le tue, quelque part, mais excusez-moi, ça n'enlève rien à la justesse des questions que j'ai posées avant. S'il est capable de faire ça, pourquoi il s'est pas tenu au courant un peu de ce qui se passait? Pourquoi il s'est fermé autant? Et vous allez voir après, quand je reviendrai là-dessus, qu'il s'est pas forcément fermé pour de bonnes raisons.
Et bien sûr, il y a le truc qui a rendu encore plus fou les fans. Là, c'est vraiment un coup fatal porté aux fans de la série. C'est dans l'utilisation de la Force, c'est le coup de Leia qui se sauve elle-même en utilisant la Force, qui désormais manipule la Force visiblement assez pour se sauver alors qu'elle est expulsée dans l'espace, machin. Ça a mis les fans en PLS, hein, c'est clair et net. Hein. Hashtag fan de Star Wars aux portes de la mort. Mais encore une fois, nonobstant ça, mais nonobstant le fait que je peux comprendre que les fans savaient plus les courroucer, si on accepte la nouvelle version de la Force dans cette nouvelle trilogie, hein, le 7 avait ouvert la porte avec Rey qui donc développe un rapport à la Force hyper puissant alors qu'elle n'a jamais été entraînée, le 8 se contente simplement de dynamiter ça, encore plus de la porte entrouverte par le 7, mais c'est une suite qu'on peut considérer comme logique à partir du moment où on considère que cette nouvelle trilogie remet ses propres règles de la Force en place. Et bien, quelque part, c'est intéressant de voir Leia utiliser la Force parce qu'elle est ni un Sith ni un Jedi. Et moi ma petite croyance perso, c'est que c'est un peu un Jedi gris. Alors, pour ceux qui connaissent pas le lore de Star Wars ou qui en ont jamais entendu parler, il y a les Sith, les Jedi, et entre les deux, il y a les Jedi gris, qui ont un rapport, on va dire, un peu plus neutre bon à la Force, et qui sont très appréciés des fans. Hashtag classique de RPG. Quand je dis neutre bon, c'est, comment dire, c'est des mecs qui vont en général avoir tendance à faire ce qu'il faut, et s'ils peuvent faire le bien, ils vont faire le bien. Donc voilà, c'est un alignement moral. Vous savez, c'est contrairement à d'autres alignements qu'on a dans les jeux de rôle papier, du genre chaotique ou bien anarchique, ou bien il y a plein de choses différentes. Et là, en l'occurrence, on a quelque part sous-entendu dans le fait que Leia utilise la Force alors qu'elle n'est ni Sith ni Jedi, un sous-entendu qu'elle serait peut-être un Jedi gris. C'est un rapport différent à la Force, tout simplement. Et le dernier plan du film, on la voit parler à Rey. Pour moi, c'est un petit foreshadowing qui pousserait à croire qu'en fait le vrai maître de Rey, in fine, ce serait pas Luke ni Kylo Ren, mais bien Leia. On verra, je reviendrai là-dessus dans la conclusion de toute façon. Donc on a maintenant une force qui est omnipuissante, quitte malheureusement à devenir incohérente. Et ça va vraiment être compliqué pour le 9 de rattraper ce genre de truc, à mon avis. Hein. Ils n'auront pas trop le choix, ils vont partir sur ça va partir dans le Maus. On va voir Kylo Ren et Rey exploser des vaisseaux à la main avec la Force, parce que je vois pas comment ils peuvent s'en sortir maintenant en ayant donné un tel pouvoir à Snoke et à Luke. Le troisième point qui vraiment change complètement des canons de la série, c'est les fameuses transitions visuelles, notamment les transitions au balayage. Vous savez, quand on balaye, l'écran se balaye pour passer d'une planète à l'autre, c'était pour utiliser en général pour passer d'un lieu à l'autre, d'un timing à l'autre aussi. Donc c'était vraiment deux éléments se passent dans le temps à grande distance, on balaye, deux éléments sont loin dans le temps l'un de l'autre, on balaye. Et là, en fait, on a clairement chez Rian Johnson une manière de faire un contre-emploi de ça, pour mon avis, non pas sous-entendre très fortement des choses. On a Durandal qui avait expliqué ça, ce plan, on a ce fameux plan sur la plaque d'égout, où grosso modo on a Finn et Rose qui essayent de s'enfuir, je reviendrai sur leur arc d'histoire après, et qui doivent passer par une plaque d'égout pour ressortir plus loin. Et là, on a un balayage sur la plaque d'égout qui fait donc une translation temporelle. Mais là, c'est clairement un contre-pied de la saga qui, à mon avis, Rian Johnson est trop intelligent pour ne pas l'avoir fait exprès, et à mon avis, c'est symbolique, c'est sa manière à lui de dire, vraiment, je pense sincèrement, les codes comme ça, visuels, aux chiottes, ça m'intéresse pas. Je vais les utiliser que pour des trucs frivoles qui n'ont pas d'intérêt, parce que je trouve que ça ne sert plus à rien, on en a fait le tour. Et utiliser ça pour la plaque d'égout, c'est vraiment une manière de dire, tenez les fans, tiens, vous avez votre balayage, vous êtes contents, mais moi je m'en fous. C'est assez agressif, hein, mine de rien, quand on l'analyse comme ça. J'ai peut-être tort, mais n'hésitez pas à me le dire si vous pensez autrement dans les commentaires, mais en l'occurrence, c'est ce que ça m'a fait penser. Ensuite, il y a le fait qu'il utilisait beaucoup de champs contre champs directs, notamment alors que les deux personnages sont des espaces-temps très différents. On a cette fameuse séquence, cette fameuse idée de lien entre Ben Solo et Rey, qui se voient l'un l'autre, mais qui sont pas sûrs de voir où se trouve l'autre, et qui n'est pas joué du tout sur des ballages ni rien, c'est essentiellement des cuts, on dirait du cinéma pur. Voilà, et c'est le cinéma quelque part pur qui reprend les codes de la série, quoi. Je trouve que Johnson dit fuck et veut visiblement faire un épisode de transition qui enterre les anciens codes pour aller vers une exploitation cinématographique de l'univers de Star Wars. Les champs contre champs entre Rey et Ben dont je viens de parler, mais aussi clairement dans l'humour de la série, puisque il y a beaucoup de blagues sur la Force. Et ça, pour moi, c'est le dernier point et la transgression ultime. C'est l'écriture du personnage de Luke Skywalker, où il y a énormément d'humour notamment, et je vais revenir là-dessus. Mais l'écriture de Luke Skywalker est intéressante, vraiment intéressante dans ce film.
et elle est décevante à la fois. La limite du nouveau film, elle est un peu là, je trouve, c'est de se baser sur un ancien film aussi directement. Les spectateurs aujourd'hui, ils ont forcément une interprétation des héros de la nostalgie. Pas forcément une idée précise de ce qu'ils sont, mais au moins une interprétation. Dans le 8, je vais résumer rapidement. Luke, on apprend que Luke s'est exilé, et on comprend au bout d'un moment, il accepte de le dire, parce qu'il a échoué en tant que maître dans l'éducation de Ben Solo. Il a eu peur du côté obscur en Ben, il a eu un réflexe malheureux de sortir son épée en mode il faut que j'arrête ce mal tout de suite, et il a eu honte, machin, et malheureusement Ben s'est réveillé, il a mal interprété le geste de Luke. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est la première fois dans la saga où on voit une même scène de deux points de vue, de deux points de vue différents du même moment. C'est vraiment une incursion des codes contemporains du cinéma dans Star Wars, en plus pour un twist très important, puisque le fait d'avoir deux points de vue amènerait à douter de Luke, et va nous amener nous-mêmes à nous rendre compte que peut-être que probablement Ben Solo a des raisons légitimes de basculer dans le côté obscur. Il a eu vraiment peur de son maître, et il a senti chez son maître une perte de confiance totale, et il a pu en être témoin. Johnson, en faisant ça, en mettant vraiment les twists de la série sur un effet aussi fort de cinéma contemporain, il attaque les codes des Star Wars qu'il juge clairement archaïques. Hashtag, il les met dans les égouts, littéralement. Et pour moi, ça, c'est vraiment le truc qui laisse aucun doute. Un des tournants scénaristiques de l'histoire est clairement mis en scène de manière non Star Wars-esque, j'ai envie de dire. Bref. Et c'est très intéressant que Luke doit apprendre à gérer les échecs en tant que maître. Ça, c'est une des belles phases de l'histoire. Ça permet notamment aussi à Mark Hamill de montrer tout son humour. Si vous n'avez pas l'occasion, si vous connaissez pas assez Mark Hamill, allez sur Instagram et Twitter. Il est super drôle. C'est un mec qui a un humour fou. C'est devenu depuis les Star Wars un doubleur de dessin animé exceptionnel. Il a notamment fait la voix du Joker dans le fameux dessin animé extraordinaire de Batman de Bruce Timm, entre autres. C'est devenu vraiment un acteur de doublage formidable, et c'est un mec qui a un humour dingue, un recul très fort sur tout ce qu'il a fait avec Star Wars et tout. C'est un grand monsieur, je trouve. Et en plus, le truc cool, c'est que le chemin de Luke est finalement éclairé littéralement par la nostalgie. C'est R2D2 qui le décide à prendre Rey en main en lui remontrant l'hologramme original de Star Wars 1 de Leia. C'est Yoda qui décide Luke une bonne fois pour toutes, en brûlant les livres sacrés, à clairement admettre que un maître, ça transmet d'abord ses erreurs. Putain, je suis obligé de faire une parenthèse dans la parenthèse. Nonobstant mettre la marionnette de Yoda, ressortir la marionnette de Yoda du placard, alors que déjà dans Star Wars, la menace fantôme, ils avaient fait l'erreur, et ils avaient corrigé ça ensuite, heureusement d'ailleurs, parce que c'était vraiment pas possible. Très mauvaise idée, franchement. Dès que je l'avais vu au cinéma, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui nous ressort la marionnette? Putain, on n'arrive pas à croire en ce personnage, bref. Hashtag respect de la nostalgie, absurde ici, hein, clairement, mais pourquoi faire, quoi? Une fois que tu as fait une tournante, littéralement, avec la force et les codes visuels de la saga, pourquoi tu t'emmerdes à faire revenir la poupée vraiment ridicule, alors que le personnage Yoda en 3D était superbe? Bref, déjà dans l'attaque des clones, c'était déjà il y a 15 ans, quoi. Bref, je caricature, hein. Le fait est que il y a vraiment un amour de la saga chez Johnson, par plein de détails que tu retrouves dans ce film. Il fait mourir l'amiral Akbar, qui est encore un symbole de faire mourir l'ancienne nostalgie, de passer à autre chose, mais c'est aussi une manière de faire revenir le personnage pour les fans. Il fait revenir la marionnette de Yoda, il utilise l'hologramme de Leia du Star Wars premier, enfin voilà quoi. Il donne la force à Leia, alors que c'était aussi logiquement dans la nostalgie, et c'était très bien foreshadowé par la relation qu'elle avait avec Luke à partir de l'Empire contre-attaque, qui était plus quelque chose, c'était des frères et sœurs, mais il y avait aussi quelque chose qui était entre eux, qui était très fort, et qui était clairement venu de la force. Alors oui, vous allez me dire hashtag inceste au début, vous avez raison, mais je vous renvoie à mes critiques qui sont dans la barre information, dans les infos de cette vidéo, où j'explique un peu comment ça a évolué du 6 vers le 7 et le 8. Non, pardon, du 4 vers le 5 et le 6, je me perds dans la trilogie. Excusez-moi, j'enregistre tardivement, je suis un peu claqué, désolé. J'ai essayé de pas trop me tromper, bref. Mais je trouve que c'est une conclusion logique de donner aussi à Leia, dans le 8 et dans les épisodes canon, finalement un rapport à la force précis, et donc non pas une maîtrise, mais une utilisation de la force qui a l'air d'être unique pour elle. Ou tout simplement particulier. Revenons-en à Luke, donc. Il a honte, donc il a de l'échec terrible qu'il a eu face à ses élèves, mais aussi face au fils de sa sœur. Et ça, c'est plutôt logique. Je trouve que le film amène ça dans la deuxième partie. Je trouve qu'il insiste
de manière un peu maladroite dessus. Du coup, beaucoup de gens, moi le premier, étaient restés un peu bloqués sur son argument de départ, de dire oui, j'étais un maître Jedi, j'ai échoué, machin. Alors qu'en fait, le truc qui le gêne le plus, c'est qu'il avait peur de revoir sa sœur en lui disant j'ai merdé, j'ai fait basculer ton fils dans le côté obscur. Et ça, c'est terrible. Et ça, je trouve que ça aurait été mieux. C'est pas très bien amené dans le film, et c'est pour ça qu'on remarque pas, je trouve, assez que c'est ça le vrai tournant pour Luke, c'était qu'il ne voulait pas revoir sa sœur, il avait peur, et ça je trouve ça plutôt cohérent. Mais comme je vous l'ai dit, il maîtrise tellement la force qu'il aurait pu aussi rester au moins observateur de ce qui lui est arrivé. C'est sa sœur, quoi, c'est pas n'importe qui. Et ils ont un rapport très très fort. Mais dans le film, malheureusement, ils insistent beaucoup trop en insistant. Ils insistent sur l'idée que les Jedi ont échoué, en tout cas que Luke pense que les Jedi ont échoué. Et ça, c'est absurde. Les Jedi ont tenu la paix très longtemps dans la galaxie, alors où ils ont fait un échec, ils se sont fait avoir par les Sith. C'est les Sith le problème, c'est pas les Jedi. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui est développé par Johnson pour dire en quelque sorte que c'est plus compliqué le rapport entre le bien et le mal, et que clairement il y a beaucoup d'éléments dans cet épisode 8 qui veulent tourner autour de ça, mais il faut pas dire n'importe quoi non plus. La série a montré beaucoup trop fortement avant que le rapport entre les Sith et les Jedi était beaucoup plus frontal que ça. Les Sith sont clairement individualistes dans le sens mauvais, c'est pas seulement de l'individualisme superficiel, c'est de l'individualisme de violence, là où les Jedi veulent une unité, de la paix et de la sagesse. C'est clair, net et précis, et fait revenir Luke, un mec de la nostalgie, qui était un bon Jedi à la fin de la trilogie, pour le faire dire un truc aussi stupide. Bref, ça ne tient pas debout. Et finalement, quand Yoda détruit les livres Sacrés Jedi, c'est un symbole d'un renouvellement souvent nécessaire dans l'histoire en général. C'est intelligent, hein. Les mêmes formules mènent souvent au même problème, donc par moment on a besoin de vrais changements, ça d'accord. Mais c'est pas plutôt en apprenant des erreurs du passé que l'on apprend à faire autrement. On sait ce qu'ils ont fait et on décide de faire autrement, plutôt que d'effacer ce qui a été fait avant pour prendre le risque très fortement de répéter les mêmes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Même le geste de Yoda est stupide en ce sens. Ok, Luke a transmis des erreurs à Ben et à Rey, donc ok, ils ont appris des trucs. Mais quand même, dans des textes sacrés qui ont plusieurs, visiblement, siècles, on parle aussi d'anciennes erreurs, de choses il est possible d'apprendre 2-3 petits trucs quand même dans des textes qui sont aussi anciens. Oui, il y a des trucs un peu chiants, le style est devenu un peu empoulé, mais c'est pas parce que le livre est chiant à lire qu'il n'y a pas des choses à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'argument de Yoda de dire, oh, c'était pas très passionnant, hein, tu les as pas lus, Luke. Bah si Luke il les a pas lus mais qui voulait les détruire, ou tout simplement qui critiquait la pensée Jedi sans avoir lu les textes sacrés, c'est un connard. Il est idiot. C'est pas une religion pour rien à un moment donné. Si tu sais pas lire tes textes sacrés avant de la critiquer, avant de considérer qu'elle a foiré, c'est un peu naze. Et le réflexe de Yoda de tout péter en disant bon bah écoute, en fait elle a plus rien à apprendre là-dedans. Ah ouais, bah écoute, moi elle m'avait l'air plutôt d'être une débutante et d'avoir besoin d'apprendre un maximum de choses d'un maximum de monde. Ça m'a pas l'air d'être une flèche cette gamine depuis le 7, faut quand même appeler un chat quoi. Et personne. Et ça reste un personnage encore très évanescent dans ce 8, mais je reviendrai plus tard sur elle. Et là, juste avec ces éléments que je vous ai donnés, là, on arrive au vrai souci de fond de Star Wars 8. Il y a un désir d'originalité qui se heurte à une intrigue bancale, voire stupide. Parce que oui, Star Wars 8 est aussi une intrigue triple. Rey, Ben et Luke, donc ça c'est une histoire en soi, hein, c'est-à-dire Kylo Ren, l'histoire avec Rey, et puis Luke au milieu, donc l'ancien maître de Kylo Ren qui est devenu le maître de Rey. Et finalement ça va aller vers autre chose, parce que finalement dans cet arc d'histoire, Snoke est finalement secondaire, puisque se fait sécher avant même d'avoir eu une vraie importance autre qu'une importance scénaristique. Grosso modo, il a servi à quoi dans la série? Grosso modo, il a plus ou moins critiqué Kylo Ren, il l'a énervé, il a essayé de le former, et puis dans le 8, il a mis un lien mental entre Rey et Ben, entre Rey et Ben Solo, donc Kylo Ren, et il se fait feinter par eux deux, il les unit en quelque sorte, voilà. Donc c'est clairement un personnage secondaire, hein. Faut appeler un chat un chat. On a aussi un arc narratif entre Poe, Leia et Holdo, je reviendrai là-dessus après, et un arc narratif entre Finn et Rose, qui vont donc sur la fameuse planète Canto Bight. Je vais résumer pour que vous compreniez bien où je vais en venir sur les erreurs de scénario. On va d'abord commencer par l'histoire de Poe Dameron. Poe est donc considéré comme une tête brûlée par Leia parce qu'au début du film, il a fait une opération grosso modo un peu chaude alors qu'elle voulait ils avaient la possibilité pour les vaisseaux de la rébellion, déjà ils pouvaient s'enfuir, et il a décidé de mener une action qui était prévue au départ jusqu'au bout pour détruire un destroyer, un destroyer du premier ordre. Et donc, pour ce geste-là, Leia le considère comme une tête brûlée. Leia est ensuite blessée et remplacée par l'amiral Holdo.
Alors pour la petite parenthèse, Holdo c'est un... A priori je suis d'accord avec Durandal, c'est un jeu de mots sur to put on hold, c'est-à-dire mettre en stand-by, et littéralement Holdo c'est celle qui met en stand-by l'histoire. Sans réellement d'autres raisons. En plus, mais je reviendrai là-dessus après. Hashtag génie, hein. Mais bon, moi perso je trouve pas non plus que les noms comme Han Solo étaient spécialement originaux dans la nostalgie, donc bon, c'est pas la série qui me flinguait sur les noms des personnages. Hein. Qui-Gon Jinn ou Obi-Wan Kenobi, bon ouais, ça me laisse pas de souvenirs impérissables. C'est les personnages qui sont derrière après qui font que ça devient intéressant. Bref. Donc, je reviens à l'amiral Holdo qui refuse de communiquer la stratégie à Poe en lui disant voilà, vous devez suivre les ordres et arrêter d'être une tête brûlée. Bon, c'est mignon. Et donc, Poe monte un plan pour désactiver le tracker avec Finn et Rose pour essayer de sauver la flotte rebelle, puisque ben voilà, visiblement c'est la seule chose à faire. Finn et Rose se font finalement attraper et le plan échoue. Poe est finalement attrapé par Leia et il découvre que le plan, depuis le départ, était de rejoindre une planète où une ancienne base secrète des rebelles, avec des navettes, pendant que le dernier croiseur de la rébellion ferait diversion pour permettre aux rebelles de se cacher sur cette planète. Mais à cause de Finn et Rose qui ont été attrapés, et donc indirectement sous-entendu dans le film à cause de Poe, qui les a soutenus, le premier ordre c'est que les rebelles sont tous dans les navettes et ils commencent à tirer sur les navettes. Et du coup, Holdo, qui est resté dans le croiseur pour faire diversion, fait demi-tour et grâce à la vitesse lumière, elle détruit une grosse partie de la flotte du premier ordre, elle sauve les rebelles qui arrivent à se barricader dans leur fameuse base sur la fameuse planète. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème? Eh ben, si Leia puis Holdo avaient juste dit le plan à Poe, au lieu de le traiter comme un gosse sous prétexte de lui apprendre à respecter les ordres, eh ben, Poe, Finn et Rose, ils auraient rien fait du tout, et le plan, il aurait tout simplement fonctionné. Ouais, je sais, c'est hallucinant, hein. Hashtag stupide, mais pourquoi une telle erreur de scénario? J'ai du mal à comprendre. Johnson est intelligent. Pourquoi il a fait ça? Et bien franchement, la seule raison possible, c'est pour donner à Poe une péripétie, parce que c'était un des personnages principaux du premier film et qu'il fallait bien qu'il évolue. Il fallait qu'il ait un trajet dans le 8. Et je vous rappelle que dans le 7, pour rappel, Poe, c'est juste un pilote et c'est tout. Le film essaie de te le vendre comme un personnage principal, c'est Oscar Isaac qu'ils ont casté pour le rôle, donc c'est quand même dommage de ne pas faire quelque chose avec un Oscar Isaac, c'est quand même un putain d'acteur. Je vous conseille de voir A Most Violent Year, qui n'est pas un film extraordinaire, mais lui est très très bon. C'est quand même flingant. C'est quand même flingant d'en être arrivé là, et de se retrouver avec donc ce film 8 où le personnage de Poe devait évoluer. Donc ils ont inventé une péripétie. Et cette péripétie, quitte à avoir une péripétie qui n'avait pas de sens, et ben on tend faire faire cette péripétie pour permettre aussi à Finn d'avoir un voyage initiatique. Parce que j'y reviens après aussi, hein, je vais vous expliquer un peu l'arc autour de Finn. Lui aussi il y a des problèmes. Alors, le principe de donner une leçon à Poe par Leia en vue de faire de lui un commandant, un chef de guerre aguerri dans le 9e, pas mal. C'est une bonne idée, moi je pense que Leia aurait des chances clairement à prendre à Poe. Mais là, dans le film, c'est complètement raté. J'insiste, Leia et Holdo donnent l'impression durant tout le film d'accepter le sacrifice comme des anneaux qui vont à l'abattoir et ne proposent rien quand Poe pose des questions qui sont juste logiques. Poe a objectivement raison d'agir. Il voit ses chefs leur dire écoutez, on va tous crever, c'est tout, ferme ta gueule et suis les ordres. Ça va pas ou quoi? Du coup, même quand il échoue, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire quand Poe échoue? Ça veut dire que Poe devait apprendre à obéir aveuglément au chef et faire confiance aveuglément? Hashtag Startup Nation? Non, c'est bon, posez vos flingues, c'est bon, je vais pas commencer avec ça. Mais je suis désolé, c'est juste stupide et erroné comme raisonnement. Le film va ensuite faire passer Holdo pour une héroïne clairvoyante, mais juste non. C'est à cause d'elle que Poe agit et trahit, entre guillemets, la fameuse super stratégie. Bref, tout cet arc est un gros ratage des familles, c'est impressionnant. Hashtag Johnson est bête parfois, c'est un réalisateur intelligent, mais là il a été con. C'est vraiment incohérent, et au final, Poe n'a rien appris d'utile ou de fondamental pour la suite. Il prend une décision à la fin du film qui les mène à une impasse de nouveau, littéralement, et c'est vrai qu'il les sauve. Le chemin de Poe dans le film, il est absurde, c'est un énorme ratage. Et je trouve que en termes d'arc narratif, c'est peut-être un des pires ratages de la saga, parce que vraiment, ça ne sert à rien, ça le fait pas évoluer, et on se retrouve à la fin avec le même personnage qui en fait... C'est même pas le personnage pense qu'il a évolué, il veut te faire croire qu'il a évolué, mais c'est pas possible, puisqu'il avait raison, et que c'est flagrant. Enfin, c'est hallucinant, c'est vraiment un non-sens complet. Mais c'est pas fini. Il faut ensuite prendre l'histoire de Finn et Rose. Je résume.
Finn veut d'abord s'enfuir du vaisseau parce que ils vont se faire rattraper par le Premier Ordre et vont se faire décimer. Mais Rose le coince, lui dit que c'est un traître et tout ça, elle le coince. Et donc ils finissent par, en concours de discussion, se rendre compte qu'ils ont un plan éventuellement pour sauver les rebelles. Ils vont consulter Poe, et ils mettent le plan en place, et donc ils doivent aller chercher leur fameux pirate informatique, cambrioleur, sur la planète Cantobite. Ils y vont. Rose apprend sur la planète Cantobite que les riches qui sont des nantis, qui sont devenus riches par la vente d'armes, et que c'est pas très gentil, et qui vendent beaucoup d'armes au Premier Ordre ensuite. Donc Finn, qui était jusque-là plutôt admiratif de tout cet argent et toute cette opulence, se rend compte que c'est plus compliqué. Donc c'est un personnage qui est vraiment, dont qu'on rend encore plus naïf si nécessaire, mais bon, à la limite, pourquoi pas, c'est un trajet initiatique. Ils se font attraper. En prison, ils rencontrent Benicio del Toro, pourquoi pas, pourquoi pas prendre un bon acteur, c'est pas une mauvaise idée, qui est un voleur pirate informatique. Ils arrivent à s'enfuir grâce à lui et BB-8. Dans le vaisseau de Del Toro, enfin qu'il a volé, Del Toro apprend à Finn que la vente d'armes, que c'est aussi au Premier Ordre, mais aussi aux rebelles. Donc il essaie ce que la séquence essaie de pointer, c'est le relativisme du bien et du mal en rapport notamment au marché. Et à ces règles-là, et que c'est un peu facile de voir tous les riches comme des monstres, alors que voilà, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, ils arrivent sur le Star Destroyer, ils commencent à faire le plan, et ils se font arrêter, et en fait, ils se font trahir par Del Toro, qui explique grosso modo à Finn que y a rien de personnel, qu'à un moment donné, les rebelles le sous-entendu, l'Empire contre les Sith contre les Jedi, l'Empire contre les rebelles, ça existe depuis des années, qu'ils n'arrêtent pas de s'en mettre plein la gueule, et qu'au final, il vaut mieux pas s'en mêler parce que ça mène à rien. Donc ils se font capturer, mais Holdo, comme par hasard au bon moment, c'est le moment où Holdo fonce dans la flotte du Premier Ordre, et Finn et Rose arrivent du coup à s'échapper en butant Phasma, mais on s'en fout de Phasma, c'est un personnage inintéressant possible, j'en parlerai même pas, et ils rejoignent les rebelles dans leur fameuse base. Hashtag révélation scandaleuse faite par un mec qui parle trop en exclusivité pour la chaîne, un mec qui parle trop, tout ça sert à rien du tout. Juste à ce que Finn apprenne le relativisme du bien et du mal. Il y a plein d'autres sous-textes sur le véganisme, à un moment donné, ils vont libérer des animaux qui sont soi-disant maltraités, enfin qui sont maltraités sur la planète Cantobite, on voit des enfants et tout ça qui sont utilisés en esclaves et tout. Bon, ok, c'était des sous-textes qui étaient déjà présents dans les précédents Star Wars, mais bon, à la limite, il veut un peu plus les affirmer, pourquoi pas. Le problème, c'est que tout ça fait symbole, c'est-à-dire que ça n'a pas l'air du tout d'être dans l'histoire, ils arrivent comme par hasard dans une sorte d'étable avec des super chevaux, ils utilisent les super chevaux, ils les libèrent, mais en fait ils libèrent rien du tout, puisque une fois qu'ils laissent partir les animaux, il y a un moment Rose ils essaient de s'enfuir et ils se font rattraper, juste avant que Del Toro les sauve, et la Rose, elle enlève la selle d'un des animaux, elle laisse partir en disant, il aura de la liberté, au moins on a fait ça de bien. Mais t'as envie de dire, mais non, pas du tout, ils vont le rattraper dans 200 mètres, ils ont le matos visiblement pour rattraper ce genre d'animaux, et il va se faire tataner, il va se faire même buter, t'as rien réglé du tout, ma grande. Enfin, tout ça est d'un symbolisme niais et qui ne fonctionne pas scénaristiquement, c'est assez violent. Et une fois dans la base rebelle, donc ils sont tous piégés, je continue l'histoire pour que vous compreniez où je veux en venir. Finn comprend la nécessité de se battre contre le Premier Ordre, puisqu'il a vu que le Premier Ordre, c'était le monde des esclaves, de la maltraitance d'animaux, que ça allait pas, quoi. Et donc il comprend que il faut se battre, la nécessité de résister à un truc comme le Premier Ordre, et il tente de se sacrifier pour sauver la rébellion, ce qui est un beau trajet pour le personnage, mais non, il est sauvé par Rose, qui lui apprend que les rebelles gagneront non pas en tuant ceux qu'ils détestent, mais en sauvant ceux qu'ils aiment. Pour la petite parenthèse, en se sacrifiant là, il sauvait visiblement des gens de la rébellion qu'il aime bien, Rey et tous les autres. Donc en fait, il allait faire exactement ce pourquoi elle l'a sauvé. Donc bref, je ferme la parenthèse. Le trajet de Finn, en ce sens, est plutôt intéressant quelque part. Dans le 7, il a peur, il veut sauver Rey par amour, comme je disais, donc c'est plutôt égoïste. Dans le 8, il a peur, mais enfin, il apprend la nécessité de combattre les injustices, de prendre du risque pour des plus grandes causes que soi, tout en cherchant avant tout à sauver ceux qu'il aime. C'est-à-dire qu'il arrive à agrandir son rapport à l'amour, à la dualité, aux autres, ainsi de suite. C'est joli, et franchement, c'est plutôt joli comme trajet. Mais nom de Dieu que c'est alambiqué. Encore une fois, le plan de Poe, qui permet tout ce voyage initiative, il est fait parce que les généraux rebelles, ils sont cons, Holdo là, et Leia, c'est n'importe quoi. Si la stratégie était clairement
dite dans les rébellions, il y aurait pas chez les rebelles, il n'y aurait pas d'opposition, les chefs sont juste cons. Et ensuite, à la suite, la tentative de sacrifice de Finn, qui est logique dans le contexte de guerre, dans le contexte notamment d'une guerre désespérée, ne se produit pas. Au final, Rose le sauve par amour. Et ça contredit même ce qu'elle dit, puisque c'est pas pour la leçon qu'elle le sauve. La leçon, elle est secondaire. Elle le sauve parce qu'elle aime. Et si Finn était mort, en fait, il serait mort en sauveur de la rébellion, quelque part, où il aurait fait gagner du temps. Hashtag, la cause était plus grande que lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est incohérent, quelque part, et on ne sait pas exactement ce que le film veut dire. Est-ce qu'il veut dire qu'il aurait, il aurait eu tort de sauver tout le monde en se sacrifiant? Oui, il faut sauver sans mourir. Mais attends, c'est la guerre. C'est très compliqué, ça. Ils sont acculés, visiblement le film insiste sur le fait que c'est les derniers rebelles. J'ouvre une parenthèse tout de suite que je vais fermer tout de suite, mais là je suis d'accord avec Durandal, nom de Dieu. C'est pas les derniers rebelles de la galaxie, il faut arrêter de déconner, quoi. C'est n'importe quoi ce truc. Les rebelles, il y en a partout, des résistances, il y en a partout dans l'univers. Alors peut-être qu'ils sont pas organisés, qu'ils font pas partie officiellement de la rébellion et qu'ils sont pas leur carte de syndiqué, mais de là à insister dans le film en disant c'est les derniers rebelles, mais non, c'est... Même, il y a toujours de la résistance. Après, c'est surtout pour ça que les régimes fascistes ont du mal, entre guillemets, à devenir absolus. Et pour devenir absolus, de fait de plus en plus violents, créant de plus en plus de résistance contre eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué, ça. Bref, je ferme la parenthèse. La trame, grosso modo, de Star Wars 8 est basée sur un fil rouge qui est celui du désespoir, hein, qu'on se comprenne bien, pour résumer ça clairement. Les rebelles sont obligés de fuir dès le début, on comprend dès le début qu'ils sont dans la merde et que comme ils peuvent plus s'enfuir du tout, le compte à rebours joue contre eux. On voit des vaisseaux de la flottille rebelle se faire détruire les uns après les autres, donc on augmente le désespoir. Ensuite on insiste sur le fait qu'il va bientôt leur manquer du carburant, on augmente le désespoir. Finn et Rose se font arrêter, Poe aussi. Donc la fuite, leur plan qui du point de vue du spectateur pouvait les sauver, est raté. Ensuite, il y a la fuite des navettes qui est aussi ratée puisque le plan a été éventé. Ensuite, ils sont pris au piège dans une base face à une armée impossible. Et quand ils vont jusqu'au de l'autre côté de la grotte, elle est fermée. Et heureusement, Rey les sauve. Mais ça pour dire, et il y en a qui meurent sur tout le chemin. Donc c'est vraiment un fil rouge qui est basé sur le désespoir, le compte à rebours, le fait que voilà, c'est les derniers moments, soi-disant, de la rébellion qu'on est supposé voir et dont on est les témoins. L'idée d'un fil comme ça, d'un fil rouge comme ça, c'est bien vu, ça tend le film. Par une poursuite continue, par une augmentation, une gradation du désespoir qui est très intéressante, parce que ça peut être vraiment génial, ça donne des films assez terribles émotionnellement à suivre, parce qu'on est toujours sous la tension de savoir s'ils vont y arriver ou pas, sachant qu'en général c'est plutôt des personnages secondaires qui sont dans la ligne de feu, et on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, donc c'est plutôt cool. Et ça rajoute une dose humaine à ce qu'essayent de faire nos héros, c'est-à-dire sauver leurs amis, sauver les gens qui essaient de faire le bien. C'est malin et ça peut être fun, mais malheureusement dans Star Wars 8 c'est raté, mais complètement raté parce que Holdo et Leia sont stupides. Ça décrédibilise complètement ce fil rouge. Pourquoi elles ne disent pas le plan? Et c'est flagrant, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Pourquoi on a eu tout ce bordel? Pourquoi elles ont gardé ce plan secret? Il n'y a aucune raison, à part pour donner une leçon à 2 balles à Poe qui n'en a pas besoin, encore une fois. Et en plus le film, dès le départ, t'as ce contraste bizarre de lui, il vient de faire un exploit de guerre exceptionnel, et Leia lui met une claque en mode non, c'était pas bien, il y a plein de gens qui sont morts. C'est la guerre. Hashtag Stallone, ma grande, faut porter tes couilles un peu. Non, je déconne, mais là, c'est absurde. Et du coup, même si le fond du trajet de Finn est vraiment sympa, avec cette découverte de l'altruisme quelque part et d'un combat qui est plus grand que soi, de prendre son courage en main parce qu'il faut, parce que la situation est urgente, parce que on peut plus fuir, il faut vraiment à un moment donné résister. C'est pas mal, mais du coup maintenant, où aller avec ça dans le 9 ? Son sacrifice était beaucoup plus logique. Vous comprenez le trajet, c'est un ancien membre du Premier Ordre, il commence à avertir la rébellion, d'abord il veut s'enfuir, il le fait par égoïsme, et puis quand il se rend compte que c'est l'heure de combattre, il sauve la rébellion, et il devient un symbole de la rébellion très fort. Vous imaginez, on commence le 9e film avec, comme symbole des rebelles, un ancien Stormtrooper, donc vraiment une histoire qui devient tellement importante que on commencera à en parler un peu partout, que le Premier Ordre, la graine du désordre du Premier Ordre est posée.
un ancien du Premier Ordre est devenu un rebelle et il s'est battu jusqu'à la mort pour que la rébellion existe. Vous voyez ce que je veux dire? On y reviendra dans la conclusion, mais c'est compliqué maintenant de faire quelque chose avec, d'amener Finn plus loin que ça. Et là, encore pour un autre axe du film, j'ai envie de parler de Rey et du fameux choix scénaristique de Rian Johnson d'en avoir fait la fille de personne. C'est très intéressant d'aller vers ça après le sous-entendu que dans Star Wars 7, que c'était grosso modo une fille Skywalker, voire même pendant longtemps c'était la fille Kenobi sur internet, bref, on s'en fout. J'aime beaucoup l'idée que de changer ça dans le 8 en disant en fait elle a la fille de personne, elle a absolument besoin d'être la fille de quelqu'un d'important pour avoir une raison d'être là. Or j'aime bien l'idée que Johnson défend ici, qui est de dire qu'on n'est pas prédestiné par le sang mais par ses actes. En quelque sorte, c'est sa manière de dire qu'une personne quelque part insignifiante, une roturière dans toute sa splendeur, peut être une clé, la clé de l'humanité. J'aime bien cette idée, c'est très beau. C'est une sorte de positivisme qui s'oppose très fortement au verticalisme, au capitalisme, au néolibéralisme, hein, où grosso modo il y a des élus partout. Là, vraiment, le discours du film, c'est qu'il n'y a pas d'élus. On choisit ce que l'on veut être. Et ça, je trouve que c'est une opposition c'est une opposition très forte d'un des symboles forts de Star Wars, donc Luke Skywalker. Star Wars, c'est le symbole d'un cinéma quelque part, dans son fond néolibéral. On peut se détacher de sa condition, c'est vrai, mais on en vient quand même, c'est très important, on y est rattaché. Personne n'est déterminant hors classe. Vous allez me dire, si, il y a les Ewoks dans Star Wars 7 qui sont une tribu primitive et qui devient décisive. Mais j'ai envie de dire, ils deviennent décisifs par accident. Ça reste quand même, grosso modo, les pauvres qui comprennent jamais rien à ce qu'ils font et qui se retrouvent un peu par accident déterminants dans l'histoire de la galaxie. Donc c'est joli. Mais ça c'est assez dénigrant en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, les héros sont clairement des gens qui ont une caste en eux. On ne sait pas du tout d'où vient Ben Solo, mais je tiens à insister. Anakin Skywalker, tous les gens vraiment déterminants des Jedi ont une lignée. Il y a quelque chose de la importance. Obi-Wan Kenobi, c'est l'élève de Qui-Gon Jinn qui lui était l'élève. Non, c'est pas l'élève de Yoda, je dis des bêtises, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'importance de la lignée de la caste, qui est très dans une idée très religieuse, mais de rien. Et c'est très intéressant que Johnson fasse un contre-pied. Dans le blockbuster de cinéma en général, mondial, il y a toujours cette notion d'élu, d'être important. Je vous renvoie à Justice League, je vous renvoie aux Avengers qui se finissaient quand même avec une importance très déterminante d'Iron Man et ainsi de suite. Régulièrement d'ailleurs, pour le petit lien, je pense que les réalisateurs de blockbuster pensent être quelque part entre guillemets des élus parce que c'est très difficile de devenir réalisateur de blockbuster. Et je pense qu'on peut avoir cette sensation un petit peu mégalomane de se sentir choisi, élu, parce que là, il y a des millions de raisons pour lesquelles on aurait pu ne pas arriver là, et on y arrive. Et je trouve que souvent dans les personnages principaux de blockbuster, comme par hasard, on retrouve des élus qui doivent se battre pour arriver là où il en est, pour obtenir sa place, mais qui devient the chosen one. Et j'aime bien l'idée que Johnson, qui a donc eu la capacité d'avoir la possibilité d'avoir un budget de blockbuster, choisisse donc un contre-pied avec le personnage de Rey, grosso modo en lui faisant accepter le fait d'être quelque part personne. Et surtout, le fait de refuser de faire partir d'une lignée, qu'elle refuse de faire partie d'une lignée directement, la lignée des Skywalker notamment, quand Solo lui propose indirectement d'être avec lui, pas d'être son petit ami, de faire partie de lui. C'est vraiment un refus clairement de dire voilà, je suis personne, mais c'est pas pour autant que je vais m'adouber à quelque chose que je refuse d'être. C'est un choix fort et je trouve franchement original dans les blockbusters. En termes de sens aussi, c'est assez puissant. Mais Rey, je trouve, au final, reste un personnage toujours aussi évanescent. Elle passe le film à tenter, grosso modo, de persuader Luke sans y arriver. Elle a finalement une relation intéressante avec Ben, mais elle passe pas de son côté. Et au final, parce que la fin appauvrit ça, hashtag elle est la fille de personne, hashtag lui, il est quand même très intéressant parce qu'il est le fils de Han et Leia. Vous voyez, c'est quand même un autre background, c'est juste une réalité. Quand j'essaie de dire qu'elle manque encore de densité, c'est aussi en comparaison avec Kylo Ren. Et finalement, à la fin du film, elle choisit la lumière. Pourquoi? C'est difficile à dire parce que peut-être parce que Kylo a tué Han et elle l'a connu grosso modo 2 jours. Han. Ouais, elle a connu Han 2 jours, ça change tout quand même. Quand tu rencontres Han Solo, que tu passes 2 jours avec, ta vie elle change. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ça manque encore beaucoup d'éléments pour construire le personnage de Rey.
Je trouve que c'est vraiment un échec pour moi après 2 films. Hein. Hashtag Abrams et Johnson, c'est quand même des frères à la base. Non, mais je veux dire, le personnage reste évanescent et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment là dans cette idée de faire j'assume d'être personne, mais je vais devenir la personne. Je vais devenir quelqu'un, je viens de personne, mais je vais devenir quelque chose, quelqu'un d'important. Pas forcément pour devenir quelqu'un d'important, mais parce que je veux faire les choses justes. J'aimais bien l'idée. Et ben là, le problème, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec le même équilibre, et du coup, où ça peut mener, ça. Je reviendrai encore dans la conclusion à ça. Et d'autre part, encore une fois, Kylo Ren reste le personnage le plus intéressant, encore une fois, dans Star Wars 8. Il n'est pas exceptionnel, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais il est intéressant. Malgré l'humiliation de son maître, malgré l'humiliation que Snoke lui fait subir dans le film en lui disant que son masque est ridicule et que c'est un naze et qu'il n'arrive pas à choper une gamine qui se fait battre par une gamine qui a jamais tenu un sabre laser. Je vais revenir là-dessus après, hein, vous inquiétez pas. Posez vos flingues. Il refuse de tuer sa mère malgré tout, donc ça fait déjà un personnage assez étrange puisqu'il a tué son père à la fin du précédent. On pourrait s'attendre à ce qu'il l'escalade continue et il ne le fait pas. Ensuite il se rapproche de Rey et il finit par la choisir plutôt que Snoke, ce qui est encore un personnage vraiment étrange pour le coup. Et la colère qu'il a contre Rey, c'est surtout parce que visiblement il a conscience que lui et elle sont liés dans la maîtrise de la force. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont connectés au-delà de ce que Snoke a fait. Et d'ailleurs, il y a ces fameuses images où le sabre se brise en deux, hein, bien sûr, hein, c'est les deux faces de la même médaille, ils sont quelque part identiques. Il y a quelque chose qui, quelque part, lui, il finit dans le côté obscur parce que Rey a choisi d'être dans la lumière. Et que quelque part, il veut se venger de son maître, qu'il l'a quelque part déçu, mais vous voyez ce que je veux dire, finalement, ils sont pas si loin l'un de l'autre. Quelque part, Rey veut venger Anne, quelque part, et ça reste ça à la fin, là où lui veut se venger de son maître qui l'a déçu. Donc c'est quelque part très proche. Sans compter que là, à la fin, il devient chef du premier ordre, ce qui est une vraie différence avec Vador, hein, puisque Vador a toujours été le second jusqu'à la fin de la nostalgie. Donc là, vraiment, on commence à avoir de vraies différences de fond entre le trajet de Vador et celui de Kylo Ren, qui décide clairement de faire ce que Vador disait qu'il voulait faire dans plusieurs films et qu'il n'a jamais fait finalement, ou qu'il tue l'empereur finalement, mais pas pour devenir le chef, là où Kylo tue l'empereur clairement pour devenir le chef du premier ordre. C'est ce qu'on a à la fin du film. Kylo Ren est le seul personnage à avoir un trajet dense et original dans le 7 et le 8, il faut être clair. Hein. Du coup, je me pose la question, est-ce que ce sera pas lui, le fameux Skywalker, qui s'élève dans le 9? On verra, j'en reparlerai dans la conclusion. Je pourrais m'arrêter là déjà, parce que ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas fini le 8, Star Wars 8, Star Wars Les Derniers Jedi, c'est pas que ça. C'est aussi le produit d'une productrice qui s'appelle Kathleen Kennedy, qui a notamment... et qui est connue pour être un sacré requin et pas facile du tout comme productrice, et qui a notamment, en parallèle des 7, 8 et 9, aussi lancé des films originaux qui vont être des sortes de spin-off et qui s'appellent les Star Wars Stories. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. On a l'histoire sur Solo, qui a sur la jeunesse d'Han Solo, qui s'appelle Solo, et Rogue One. Et donc, quelque part, elle avait besoin que les produits, que les différents films, je dis fait exprès, j'ai fait un lapsus, mais c'est cet ordre-là, que les films soient liés les uns aux autres, que dans le 7 et le 8 et le 9, il y ait des éléments qui renverraient à ces Star Wars Stories. Et donc, il y a donc dans les éléments incrustés dans ce Star Wars 8, les fameux dés qui sont restés sur le volant, ou je sais pas quoi, le tableau de bord du Faucon Millennium, qui sont absents de toute la nostalgie, mais qui sont en fait qui seraient donc un foreshadowing du film Solo et de ces fameux dés que Solo aurait toujours gardé avec lui et que tout le monde connaîtrait, Leia, Luke, et ainsi de suite. Alors, quand j'insiste, on les a jamais vus dans la nostalgie. Alors, c'est incompréhensible encore une fois pour le nouveau public qui connaît pas la nostalgie et qui s'en fout. Mais pour les fans, c'est vraiment absurde parce qu'ils avaient jamais vu ça. Donc, je vous dis franchement, hein, j'ai dû vraiment revoir le film pour me dire ah oui, en fait, ils ont fait une liaison avec Solo. Mais sinon, quand j'avais vu le film la première fois, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces dés, à quoi ça sert? Ça me laissait complètement froid. Alors le film sous-entendait, j'avais peut-être pas bien vu non plus, hein, que ça venait montrer clairement que ça venait du tableau de bord du Faucon Millennium, mais bon, vu que ça avait jamais été précédent dans les films précédents, j'étais resté un peu hacké en mode moi je connais l'univers, j'ai pas besoin de ça, et ben j'avais rien compris.
Et là, pour le coup, je trouve que cette nouvelle trilogie, avec ce genre d'éléments, devient carrément schizophrène. Ce sont des éléments de producteurs, hein, donc c'est pas rare que les producteurs rendent les films schizophrènes. Je vous renvoie à mes critiques, notamment des films DC, de toutes les films de la série Justice League, qui sont un exemple de film schizophrène assez impressionnant. Mais là, vraiment, je trouve que la réalisation veulent quelque part dépasser les films de Star Wars et leur rendre hommage en même temps, surtout à la nostalgie, quand la production veut quelque part réinvestir littéralement la nostalgie. Hein. Les 2 Star Wars Stories dont je vous ai parlé, que ce soit Solo ou Rogue One, se passent dans l'univers clairement et dans les années qui ont précédé ou qui ont précédé la nostalgie. Donc, même pas forcément la prélogie, c'est vraiment sur la nostalgie qu'on se balle. Donc on a la nostalgie partout. Hashtag nostalgie forever. Et ça, c'est un peu le paradoxe de vouloir proposer un nouvel univers accessible tout en le liant très fortement à la nostalgie. Et donc, de créer une certaine nécessité pour les spectateurs de voir au moins la nostalgie. Mais là, du coup, si les spectateurs voient la nostalgie, ils vont comprendre qu'il y a de vrais problèmes, notamment dans la liaison de la force, dans l'utilisation de la force, et tout ce que j'ai cité avant. Et là, quelque part, j'ai envie de dire hashtag Ben Solo fan de Vador. Ça renvoie aussi quelque part à voir la prélogie, la nostalgie, et ainsi de suite. Donc, il y a un côté schizophrène dans cette production qui, à mon avis, ne fonctionne pas. Et c'est certainement pas en rajoutant des éléments comme les dés venus de nulle part dans le film, en essayant de faire croire que c'était dans la nostalgie, alors que ça l'était pas, visiblement. Ou alors peut-être que je me trompe, hein, mais n'hésitez pas à me détromper dans les commentaires, vous savez bien que ça m'intéresse. Hein. Mais moi, je crois pas que ça y était, ça me semble pas, en faisant croire que ça y était pour créer de la liaison avec un autre film qui, au final, je ne l'ai pas encore vu, je vous ferai la critique au moment, a une réputation de film passe-partout. Enfin voilà. Et autre élément encore sur cette... Oui, je sais, ça, on est bientôt à la conclusion, mais autre élément encore de ce Star Wars 8, les derniers Jedi, c'est aussi un film qui a un peu un coup de poing dans la gueule des fans par Rian Johnson, c'est clair et net. Il y a notamment un élément flagrant, c'est sur le même moment où Snoke dit clairement à Kylo Ren que son masque est ridicule, que c'est un peu un gosse, que grosso modo il critique vraiment ouvertement la fascination gratuite des fans pour le look de Dark Vador, alors que Dark Vador c'est un destin tragique, et puis c'est devenu quand même un tueur d'enfants, donc il n'y a pas de quoi le vénérer. Il critique clairement l'imitation sans comprendre la substance, et c'est clairement une critique qui était faite aux fans. Et surtout, il rajoute aussi une couche en mettant des coups dans la gueule à J.J. Abrams, toujours dans la scène où Snoke se moque du masque de Kylo. Il lui dit clairement que c'est une imitation de Darth Vader, donc sous-entendu J.J. Abrams, ton style de Vador là, il est complètement moche. Et en plus, le background est moins dense dans le set que dans le 1, 2, 3 notamment, donc voilà, ça craint. Voilà. Et il continue de mettre des coups de poing dans la gueule comme ça à J.J. Abrams, notamment avec Luke, qui littéralement jette à la poubelle le dernier plan de Star Wars 7 en prenant l'épée, en la jetant nonchalamment par-dessus lui, ce qui est complètement absurde, puisque quand même c'est le sabre de son père et ça a quand même un autre symbole. Mais c'est clairement une image du refus de Johnson de suivre les grands axes que proposait Abrams. Ensuite, il fait échouer Poe et Finn. Il fait échouer Poe clairement dans un plan assez absurde. Je pense qu'il a fait une erreur des scénars, mais bon, il fait échouer Poe, qui est pour le coup devient un personnage assez incompréhensible dans la série, mais de rien, ça reste un pilote formidable qui n'est pas compris par sa hiérarchie, et sa hiérarchie un conne, mais en même temps, lui, à la fin, il se dit que sa hiérarchie, c'est des mecs très intelligents et il les admire, donc c'est absurde. Il en fait un idiot, et il essaie d'embarquer le spectateur là-dedans avec. Alors, je suis pas sûr qu'il ait fait exprès ça, mais bon, en tout cas. Et puis de son côté, Finn, il essaie de se sacrifier et il l'en empêche. Et du coup, pour aller où, encore une fois, Poe, il peut toujours pas devenir commandant, visiblement, puisque sa hiérarchie lui fait pas confiance et considère qu'il a rien compris. Du coup, Poe va devenir quoi? C'est vraiment compliqué, hein. Et Finn, de son côté, qu'est-ce qu'il va devenir? La copine de Rose, puisque visiblement elle est pas morte à la fin. Là, vraiment, on commence à rentrer dans le personnage fonction, hein, je veux dire... Finn a appris encore une fois pourquoi se battre, il est sorti du premier ordre parce qu'il avait peur, puis finalement il a compris la nécessité de se battre, et au moment où il veut se sacrifier par ça, on lui dit non, il faut se battre pour sauver les autres, pas pour se sacrifier. D'accord, mais maintenant on va où avec ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce mec? Et évidemment, tuer Snoke, alors que c'était vraiment clairement dans la mise en scène du set, le nouvel empereur, le nouveau méchant, derrière tout ça, il devait avoir un rôle beaucoup plus important que ça, c'est évident. Et du coup, ça oblige Star Wars 9 à inventer un ennemi ou un nouveau personnage ou deux, simplement continuant l'axe que le 8 a lancé. Mais je vois difficilement J.J. Abrams faire amen à tous les fuck you que Rian Johnson lui a envoyés dans le Star Wars 8.
où ça va aller tout ça? Franchement, c'est une bonne question, hein. Je pourrais pas le savoir moi-même, mais on y est enfin. On va se poser un petit peu ces questions dans la conclusion. Alors Star Wars 8, le retour des Jedi, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Le dernier Jedi est un film assez génial sur plusieurs points. Déjà, il a cassé les codes visuels de la série, j'en ai parlé avant, évidemment, les balayages, les décors omniprésents, les effets spéciaux novateurs, tout ça, à la limite, il s'en fout. Il a changé le visuel, et c'est pour libérer, parce que changer les visuels, c'est aussi libérer le fond. Ce qui l'intéresse, c'est d'emmener la série ailleurs et de faire autre chose, et il a clairement essayé de faire ça. Ensuite, il a inventé comme nouveau concept, renforcé pardon, comme nouveau concept, la force qui devient omnipotente, ici à son paroxysme. Il manque vraiment plus qu'un vaisseau soit détruit par la force d'un seul Jedi, et on se remaxe à mon avis. Même si déjà là, dans ce point-là, il y a de grosses incohérences dues justement à l'omnipotence. Snoke le tout-puissant qui se fait feinter par la force à moins d'1 mètre de lui, à moins de 5 mètres de lui, non, c'est juste non, ça ne tient pas debout. Ensuite, il a aussi cassé les mythes, hein. Il n'y a plus d'élus, plus de caste de gens prédisposés. Rey n'est pas une Skywalker et a priori elle est là pour déterminer l'univers, l'histoire de l'univers. Donc vraiment, on est dans un déterminisme à fond les ballons, c'est-à-dire Rey est creuse dans le 7 et le 8, encore parce que justement elle est à l'image des anonymes de notre époque qui sont considérés comme insignifiants. Les pauvres, les étrangers, enfin voilà, il y a vraiment ce truc derrière le personnage, et évidemment, encore pire que d'être noir en Occident, être une femme. Vous voyez ce que je veux dire, j'exagère, hein. Hashtag c'est très discutable ce que je viens de dire, mais vous comprenez l'idée, quoi. Il fait vraiment incarner cette jeune femme, l'être déconsidéré qui, par la force de ses convictions, de ses choix, va devenir quelque chose de grand, et pas par la lignée, pas par la détermination, c'est elle qui se détermine elle-même. Et c'est un message qui pour moi est plus fort que celui de la trilogie d'origine, ça c'est vraiment une très bonne idée. Vous n'avez pas besoin de messages cosmiques ou de parents mythiques pour être grand, avec un grand G. Choisissez-le, mais surtout faites-le. Rey a un rapport à la force visiblement déjà qui est en elle et signifiant dans le 7. Pour Abraham, c'était l'image qu'elle était une élue. Et bien pour Johnson, pas du tout, c'est le symbole de l'appel à l'aventure. Elle devient plus forte parce que ça lui correspond, parce que c'est elle, pas parce qu'elle avait du sang Skywalker, Kenobi ou n'importe quoi d'autre. Elle est liée à la force parce que c'est quelqu'un qui a en elle la conviction qu'elle peut faire de grandes choses et qu'elle peut faire des choses bien, c'est tout. Et elle a juste besoin de l'assumer et d'apprendre à le faire. J'aime beaucoup cette idée. Star Wars 8 a aussi beaucoup d'autres qualités, il faut le dire. L'humour méta est très rafraîchissant dans la série. Moi perso, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé Mark Hamill, qui est vraiment the best. Je vous conseille vraiment d'aller sur ses réseaux sociaux, il est trop drôle. Et il y a beaucoup de séquences, notamment la séquence où il fait découvrir la force à Rey et qui lui dit vas-y, tends le main en avant, et qu'il la chatouille avec une feuille en disant tu sens quelque chose, et il dit oui, je sens quelque chose au bout des doigts. Je trouvais cette séquence vraiment drôle, décalée, étonnante dans Star Wars, et enfin Star Wars a commencé à se prendre non pas plus au sérieux comme beaucoup de blockbusters le font actuellement, à plus rien prendre au sérieux dans le fond, mais justement pas prendre ça au sérieux dans le sens où il faut bien le comprendre pour pouvoir le prendre au sérieux. Et ça, je trouvais ça plutôt vraiment bien amené. La scène de fin est bien mythique, je trouve, avec Luke contre l'armée, qui est une scène symbolique et qui est faite comme un symbole par Luke. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Et puis il y a des scènes spectaculaires, hein, Kylo Ren et Rey contre les fameux gardes rouges de Snoke, ben, c'est une belle séquence, même s'il y a des petites parenthèses, il y a vraiment des erreurs de chorégraphie. Si vous regardez bien le combat, il y a pas mal de soldats qui attendent avant de taper, c'est assez ridicule. Il y a aussi juste après la charge désespérée avec les machines obsolètes de la rébellion contre le Premier Ordre, qui avec ses machines neuves et des trucs le super canon et tout ça, qui est là pour les déloger une bonne fois pour toutes, le super bélier. C'est vraiment le symbole de la résistance, qui est d'abord la résistance vraiment symbolique, c'est-à-dire c'est d'abord un acte avec des risques inhérents. Si on résiste, on prend des risques et on y laisse du sang. Ça c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a aussi comme autre point fort la destruction de l'image de Vador et des fans au travers de Snoke qui humilie Kylo Ren. Je trouve ça aussi intéressant. Et c'est sympa aussi parce que franchement, s'attaquer un petit peu aux fans de Star Wars qui se prennent un peu trop au sérieux, qui ont tendance à être vraiment extrêmes. Notamment, pour la petite parenthèse, il y a une pétition qui est sortie pour faire refaire Star Wars 8. Personnellement, je trouve que c'est absurde. Après, si les fans arrivent à réutiliser de l'argent et à refaire un Star Wars 8 qui leur plaît, ou tout simplement différent, tant mieux. Je suis curieux de voir le résultat, il n'y aura pas de problème. Mais de là à dire il faut l'annuler, sortir du truc canon, non, tant pis, le film il a été comme ça.
Maintenant, on va voir ce que ça va donner jusqu'au bout, et on est libre de le défoncer et de dire qu'on préfère les 6 premiers films ensemble. Mais laissez les gens tenter des choses, même si j'aime pas Catherine Kennedy, le fait est qu'elle s'est retrouvée avec les cornes en main, on va voir ce que ça va donner. Et Rian Johnson, il n'y a pas que des choses mauvaises dans ce Star Wars 8. Par contre, il faut le dire aussi, Star Wars Les Derniers Jedi a aussi de très gros défauts. Déjà, comparé à la version, au film, aux 2 premières trilogies, les décors sont certes moins importants, mais le choix de briser les codes, tout ça, c'est ok, mais là, mis à part le salon de Snoke et la fin, tout est générique, quoi. La planète Acto se trouve Luke Skywalker ou Canto Bight. Franchement, d'un côté, c'est les Landes écossaises et de l'autre, c'est un casino, quoi. Ça manque de vraisemblance, ça manque d'inventivité. La prélogie, à cet endroit-là, enfonce Star Wars le dernier Jedi, mais hashtag finger in the OKLM. Franchement, je trouve que l'équilibre signifiant ici est vraiment pauvre. Exception faite encore une fois de la chambre de Snoke avec le rouge sang qui sous-entend la renaissance de Kylo Ren et de Rey comme des jumeaux. J'aime beaucoup, c'est avec cette scène de combat ensemble où ils se combattent ensemble de manière chorégraphiée, c'est vraiment cool, l'idée est très cool. Encore une fois, la chorégraphie est ratée par endroits, mais l'idée est très cool. Et puis la fin sur cette fameuse planète de sable où quand les vaisseaux de la résistance avancent, ils font une traînée dans le sable qui est rouge. C'est vraiment le sacrifice, le sang qui permet à la résistance d'exister. J'aime beaucoup ça, c'est très beau. Après, malgré tout, les décors globalement sont assez génériques. Et puis le film a d'autres gros problèmes. C'est un film qui respecte pas ses propres nouvelles idées. Encore une fois, la force est omnipotente, sauf quand Snoke doit se faire feinter par Kylo Ren. Hashtag Snoke Weed Everyday, hein, franchement n'importe quoi. Autre point, les personnages ont toujours du mal à évoluer. Et Rey reste très symbolique pour être touchante. Après 2 films, on n'est pas vraiment touché par elle. Encore une fois, j'aime beaucoup le symbole, j'aime beaucoup l'idée, mais on n'est toujours pas proche d'elle, c'est quand même fou, quoi. Poe a raison, mais il échoue, résultat, ça reste encore un personnage en demi-teinte. Finn échoue, mais en termes de sens, il aurait dû y arriver, donc c'est assez absurde, il aurait dû se sacrifier, c'est là que ça aurait fonctionné. Là maintenant, le personnage, où l'emmener encore une fois. Et Luke Skywalker qui reproche aux Jedi ce que les Sith ont provoqué, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, c'est pour ça qu'il est en exil. Non, bien sûr que non, heureusement le film va plus loin, il y a cette très belle idée qu'il est parti en exil parce qu'il avait honte face à sa sœur, et ça je peux le comprendre. Il a quand même fait basculer son neveu dans le côté obscur violemment. Mais franchement, le reproche qu'il fait aux Jedi, il est absurde, et le principe des Jedi est absurde. Et alors c'est couronné par Yoda qui va cramer les textes saints en mode oui, de toute façon on n'a plus rien à apprendre là-dedans. Et ben merde alors, si ça c'est pas de la prétention Madine Sith, je sais pas de quoi je parle, bref. Mais pour moi, le défaut numéro 1, le plus lourd de ce film, c'est vraiment la fuite de la rébellion et ces fameux axes entre Poe Dameron, Leia et le capitaine Holdo. C'est incohérent. Et ça rend donc tous les trajets de Poe stupides et celui de Finn inefficace. Alors que l'idée d'un ancien Stormtrooper qui apprend la nécessité de la résistance au-dessus de la fuite pour passer de l'individualisme à l'individu, au départ je vous rappelle que Finn il s'appelle FN machin truc, et ensuite il devient Finn, c'est-à-dire que c'est déjà dans le set qu'il passe d'un numéro, d'une fourmi à un individu, et ça c'était brillant. Et malheureusement, en empêchant son sacrifice, il rend encore une fois l'impact de ce que fait Finn sur l'histoire inutile. Au final, clairement, dans Star Wars 8, il n'y a que Rey, Luke et Kylo Ren qui ont un impact sur l'histoire. Les autres, ils subissent tous l'histoire. Et malheureusement, cette fameuse histoire de fuite de la rébellion, c'est le fil rouge du film. Et le fil rouge du film est foiré. La tension principale qui est supposée tendre l'intrigue ne fonctionne pas. Et honnêtement, Star Wars 8, les derniers Jedi, ne s'en remet pas. Au final, on a un film parsemé d'idées rafraîchissantes et intéressantes, mais vraiment parsemé d'approximations, voire de ratages. Encore une fois, le trajet de Poe. Et de choix radicaux pas toujours malins, franchement. La mort de Snoke, ça appauvrit l'histoire du 8, clairement, puisqu'il devait avoir une autre importance dans le 7, et potentiellement celle du 9. Je comprends l'importance d'avoir donné plus de force au personnage d'Adam Driver et tout ça, mais le buter aussi vite, et en plus de manière aussi incohérente, ça a vraiment enlevé beaucoup de poids à Star Wars 7, et maintenant, pour le Star Wars 9, qu'est-ce qu'ils peuvent créer de plus comme chef, comme méchant, qui va pas sembler accessoire. Surtout qu'en parallèle, le 8, j'en ai pas parlé, mais le 8 s'amuse à faire du General Hux une sorte de comic relief assez ridicule, alors que dans le 7, c'était une sorte de chien aboyeur
général un peu extrémiste, vraiment extrémiste, mais il avait un petit côté comme ça, barré, vous savez, le mec qui croit à fond, qui était pas mal. Ben, dans celui-là, il se fait constamment feinter, il est un peu ridicule, et Kylo Ren n'arrête pas de le remettre à sa place, de le balancer avec de l'énergie, enfin bref. Je vois pas non plus ce que ce personnage pourrait apporter de plus, à part d'être encore plus ridicule. Bref, en l'état, le film a des passages vraiment sympathiques, même s'il est incohérent sur son fil rouge, et il a quelques bonnes scènes. Et si la volonté de casser les codes et de donner un nouveau sens à l'histoire de Star Wars est frondeuse et intéressante, notamment la tendance à rejeter... le problème, c'est que la tendance à rejeter systématiquement Star Wars 7, tuer Snoke, mettre Luke en maître drôle, et plus en tant que légende, Rey qui était supposé avoir une lignée clairement Star Wars 7 qui n'a pas de famille, hashtag Rémi sans famille, bref. Et le fait tout ce rejet de Star Wars 7 a tendance à appauvrir le lore clairement de Star Wars 7 et 8. Mais surtout, le pire, c'est les erreurs des scénarios qui font très très mal au film. Hein. J'insiste, hein, sans l'idiotie de Leia et Holdo, pas d'histoire de Poe, pas d'histoire de Finn, et pas de fin de film tout court. C'est vraiment dommage, hein. Il y a une vraie tentative de singularité, et vous me connaissez, je suis un nazi de la singularité, il faut faire des films singuliers tout le temps. Mais là, franchement, je pense que Durandal a raison. Dans sa vidéo sur Star Wars 8, Rian Johnson, il était un poil mégalomaniaque, et le rejet systématique de Star Wars 7, et les erreurs de scénario qu'il a fait derrière en plus, waouh, le film s'en relève pas vraiment. Hein. Voilà, c'est un peu mon point de vue sur ce Star Wars 8. Pas un film désagréable à regarder, mais sérieusement incohérent, même quand on s'intéresse pas à la série Star Wars. On arrive enfin à la fin de cette rétrospective. Désolé de vous avoir fait ce dernier épisode en mode quelque part chuchoté. J'espère que ce sera quand même écoutable et agréable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toute cette rétrospective. Si j'avais des choses à revoir sur la série, il n'y a aucun problème, ça m'intéresse évidemment. Et ça m'intéresse de toute façon éventuellement de refaire des podcasts pour en parler différemment si j'ai changé de point de vue ou si j'ai appris des choses entre temps. Vous me dites si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. J'espère voir le 9 assez vite et faire un blog bilan de la nouvelle trilogie et de tout Star Wars assez vite, mais honnêtement, ça va être chaud. Là, pendant les fêtes, je pense que ça va être très compliqué pour moi d'aller au cinéma et de vous faire un blog, mais bon, on va croiser les doigts, j'espère malgré tout pouvoir y arriver. Sinon, vous en aurez un en janvier, j'espère. Normalement, si tout va bien, vous devriez l'avoir en janvier. Maintenant, de manière un petit peu originale, parce que le 9 n'est pas encore sorti et que je trouve que le 8 pose beaucoup de questions, je veux me permettre de faire une petite partie hypothèse. On va se laisser la liberté de voir un petit peu ce qui pourrait arriver dans ce Star Wars 9, notamment parce que ce Star Wars 8 a clairement pris le contre-pied du 7 sur tellement de points que maintenant on peut se lâcher dans des hypothèses et voir un peu ce que ça pourrait donner. Même si, encore une fois, je trouve qu'il y a une certaine cohérence de sens dans les choix qu'a fait Rian Johnson, contrairement à ce que beaucoup disent. Allez, on se fait une petite partie hypothèse rapide et on a terminé. Pour moi, la première hypothèse que j'ai pour le 9 de J.J. Abrams, c'est que je pense que les origines de Rey pourraient être comme celles d'Anakin au final. Quitte à dire qu'il est fils de personne, pourquoi il serait pas fils de la Force, comme Anakin a été fils de la Force. Donc, quelque part, elle serait aussi une Skywalker, une vraie Skywalker pure, puisque Anakin n'est né d'aucun papa, et Rey serait né aussi d'aucun papa. Je trouverais ça plutôt sympa, et un beau petit retour en arrière, un petit effet miroir aussi qui correspondrait à la série. L'autre hypothèse que je ferais, c'est que Leia, je pense, va être vraiment le vrai maître de Rey. Alors je me trompe peut-être, mais je pense que Rey va devenir un Jedi gris, clairement, en ayant été éduqué plus à la Force par Leia, sans les codes des Sith ni des Jedi. Et que j'aime bien l'idée qu'un Jedi un peu plus neutre, qui soit un peu entre les Sith et un peu entre les Jedi, quelque part trouve un véritable équilibre dans la Force. Et le sous-entendu que les vêtements de Rey notamment sont de plus en plus gris dans la série, pour moi c'est un foreshadowing de ça, que au final ça va être un Jedi gris parce que son maître c'était Leia. Bon, on verra, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse que je fais, c'est que Finn on va rejouer en quelque sorte le retour de l'insignifiant qui devient déterminant, un petit peu comme les Ewoks dans Star Wars 7, j'en ai parlé avant, et je vous renvoie à ma critique qui est dans les infos de cette vidéo. Je pense qu'il va être un peu le miroir de Rey, c'est l'enfant de personne qui choisit de devenir le sauveur de la galaxie par altruisme pur. Vous voyez, c'est vraiment, je pense qu'il va aussi avoir un rôle déterminant dans ce qui doit se passer, quitte à aller même jusqu'au sacrifice et ce genre de choses. Je serais pas surpris du tout de ça. Je les vois pas par contre s'opposer, lui et Rey, peut-être sur des points importants du film, mais au final je pense qu'ils vont être plus ou moins d'accord, quitte à même à être ensemble, on verra.
Parce que je vois bien la série vouloir aller jusqu'au bout. Je pense que quand JJ il avait mis un héros black et une héroïne blanche, il voulait les faire amoureux et c'était très sous-entendu dans le set. Donc à mon avis, il va revenir là-dessus. On verra. Ou alors, il y a aussi une autre piste que j'aime bien, c'est celle de Ben Solo, qui serait en fait le fameux Skywalker, hein, Rise of the Skywalker, ce serait le sien, qu'il y aurait un vrai twist entre lui et Rey, que ce serait un miroir inversé, que ce serait elle qui basculerait. Je trouve que la trilogie, pour le coup, trouverait une identité réelle après le dernier épisode, parce que le 7 et le 8 sont trop opposés pour survivre l'un à l'autre, je pense, en tant que film. Il faudrait vraiment que le 9 choisisse quelque part de... Ce retournement-là, ça permettrait de justifier tous les moments du 8. Après, est-ce que J.J. Abrams a envie de justifier les derniers Jedi? Peu probable. Mais j'aimais bien l'idée de partir sur un Ben Solo qui serait de lui-même retournerait vers la lumière et du coup, par définition, condamnerait Rey dans l'obscurité parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, sans exister sans l'autre. J'aime bien aussi l'idée d'une fin où ils ne s'entretueraient pas, mais les deux choisiraient de coexister en étant quelque part un Jedi gris un peu plus sombre et un Jedi gris un peu plus clair. Bref, c'est une fin un peu cucu, mais je trouve l'idée serait originale. Et puis j'ai vu un teaser qui dirait que Abrams va rejouer encore une fois avec la tentation du côté obscur pour Rey, donc une Jedi pure et donc pas gris. On entend notamment le rire de Palpatine dans ce fameux teaser. Pourquoi pas Ben Solo qui serait capable de voir l'esprit des Sith, j'en sais rien. Du coup, le grand méchant serait de nouveau Palpatine. Pourquoi pas, mais je trouverais ça dommage de faire revenir Palpatine. Ça remettrait du manichéisme là où Johnson proposait vraiment une omniprésence du choix. J'aimais bien l'idée que Rey et Ben soient juste les miroirs des choix de l'un et de l'autre. Ça m'intéresse plus que de revoir un monstre, un grand méchant du type Palpatine redébarquer. Bref, voilà, c'était mes petites hypothèses, je me suis lâché un petit peu, wait and see, en espérant que ce sera bien, même si d'ores et déjà, je peux le dire clairement, la trilogie est une entrée timide de Star Wars dans le cinéma contemporain. On a des idées tranchées qui croisent malheureusement de gros problèmes de scénario et de cohérence. Pour moi, Star Wars a perdu encore en qualité depuis la prélogie. Le côté obscur a gagné? Ouais, peut-être. Hashtag Disney, hein. Hashtag République en marche. Bon, ok, posez vos flingues, je m'arrête là. C'était bien assez long. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la trilogie, des films, de ce film-là, de l'idée des rétrospectives comme ça. On en s'en fera une autre pour l'année prochaine. Et j'espère bientôt vous pourrez vous faire finir tout ça avec la critique de l'épisode 9. Merci encore beaucoup, les amis. À bientôt pour un nouvel épisode de HO. Ciao, ciao. JJ et Ryan, ils s'aiment pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce que ça va être Star Wars 9? J'en sais rien du tout. Mais du coup, il y a un bon suspense.